Un jour du XXIe siècle, des portails sont apparus partout dans le monde, menant à des labyrinthes appelés catacombes, où des monstres, appelés ennemis, régnaient. Si une catacombe est laissée trop longtemps, les ennemis envahissent notre monde. L'humanité était piétinée, impuissante. Cependant, on découvrit que certains individus talentueux, restés un temps dans une catacombe, éveillaient des capacités appelées compétences. L'humanité utilisa ces compétences pour riposter contre les ennemis. Ceux qui exploraient et conquéraient les catacombes étaient appelés des donjons divers. En classe, un professeur expliquait comment les joueurs et les donjons divers étaient devenus les professions les plus respectées au monde. Unilever, Sota Suzuki. Ses parents étaient tous deux donjons divers, mais son père est mort au combat. Sota rêvait de devenir un joueur, un brillant donjon divé, comme eux. Son rêve fut interrompu par l'apparition d'une créature ombreuse à la fenêtre, montrant ses dents comme pour le dévorer. Cela choqua Sota, qui poussa un cri. Son professeur et ses camarades le regardèrent, certains chuchotant derrière son dos, comme si ce n'était pas la première fois. Il tomba de sa chaise, effrayé. Apparemment, personne d'autre que lui ne pouvait voir la silhouette. Cela avait commencé récemment. Il commença à voir des choses que personne d'autre ne pouvait. C'est ce qu'on appelle la vision spirituelle, le pouvoir de voir les esprits. Quand son père était vivant, ils avaient essayé d'éveiller sa compétence dans une catacombe, mais ils n'avaient pas réussi, trop terrifiés pour se concentrer. Il ne pouvait toujours pas devenir comme son père, le maître des flammes le plus puissant. Un camarade lui demanda s'il allait bien et l'aida à se relever. Sota ne s'y attendait pas. L'homme était Takuto Saiga, son ami d'enfance et un joueur, un donjon divé ayant déjà éveillé une compétence. Takuto le soutint et murmura, après l'école, au lieu habituel, ce qui fit transpirer Sota. D'autres élèves commencèrent à admirer Takuto, disant qu'il avait un grand cœur, mais Sota semblait contester. Il se rendit au lieu habituel, seulement pour recevoir un coup. « T'es en retard, monsieur le prétendu médium spirituel. » En réalité, Takuto n'était qu'un tyran pour lui. Il regardait Sota, déjà à terre. Takuto saisit Sota par le col et demanda de l'argent, que Sota lui donna à contre-cœur. C'est tout. Takuto semblait insatisfait du montant. Sota expliqua qu'il ne pouvait pas donner plus, car il avait besoin d'argent pour les frais médicaux de sa mère. Takuto le frappa et lui dit d'arrêter de gaspiller pour sa mère, déjà dans le coma dans une catacombe, se moquant de son père, mort comme un déchet. Le tyran continua, disant que les parents de Sota étaient inutiles. Takuto affirma que Sota feignait d'avoir la vision spirituelle pour cacher son incompétence, ce qui fit pleurer Sota. Le petit pleurnichard se demanda pourquoi sa famille avait jamais vu le jour. Takuto fut offensé par le regard de Sota. Sota se leva, la rage dans les yeux. Takuto lui dit de connaître sa place, le traitant de déchet incompétent, puis recommença à le frapper. Sota comprit alors que son père avait changé après l'effondrement de sa mère. C'est vrai qu'il s'était plongé dans les catacombes comme possédé et qu'il était mort avant qu'il puisse même parler. Dans l'esprit de Sota, il devait sûrement y avoir une raison. Sota était allongé, impuissant sur le sol. Takuto saisit Sota par sa chemise et lui dit qu'il l'entraînerait à la place de ses parents inutiles. Une porte verte apparut soudain devant eux. Sota était stupéfait. C'était une vraie porte. Takuto dit qu'il l'avait trouvée la veille et que c'était ici que l'entraînement commencerait. Un des acolytes de Takuto demanda si c'était dangereux. Mais Takuto lui dit simplement que s'il avait des plaintes, il valait mieux ne pas venir. Takuto était trop confiant à propos de cette porte verte, la qualifiant de misérable car ils avaient déjà nettoyé des portes violettes avant. Ce moment terrifia Sota. Il serra le poing. Takuto visa soudain Sota avec son arc comme une menace. La flèche effleura sa joue. Il lui dit d'arrêter de se plaindre ou la prochaine flèche viserait sa mère à la place. Sota grimaça de colère, mais il n'avait d'autre choix que de se soumettre. Ils entrèrent tous dans la porte verte et dans la catacombe. Comme d'habitude, seul Sota pouvait voir les esprits, ce qui l'effrayait. Une boule de feu apparut soudain et fonça vers Sota. Figé, il ne savait que faire. Takuto frappa la boule et lui dit d'arrêter d'être une mauviette, se moquant de lui en tant que fils du plus puissant maître des flammes. Il dit qu'il en avait assez des excuses de Sota et affirma qu'il n'y avait aucun sens à sa vie. Il le pensait vraiment. Des mots durent sortir de la bouche de Takuto, disant à Sota à quel point son père était un scélérat. Il dit que même quand sa femme s'est effondrée, le père de Sota continuait à conquérir les catacombes et est mort pour rien. Il parla de sa terrible valeur, préférant le statut à sa famille. Takuto suggéra que si Sota mourait dans la catacombe, il pourrait enfin rencontrer son père. « Meurs ici, dit l'idiot.
Sota était choqué. Il regarda autour de lui, se demandant si c'était vraiment les flammes qui avaient parlé. Puis il entendit « Concentre-toi et écoute ». Émerveillé, il réalisa qu'il avait entendu une voix. Le petit pleurnichard demanda ce qu'il regardait, puis se figea. Du sang jaillit de sa bouche. Takuto avait été poignardé par derrière. Ses acolytes n'en croyaient pas leurs yeux. Leur chef était enveloppé et soulevé dans les airs. C'était une énorme araignée. Un des acolytes demanda si c'était la reine araignée, le boss de la zone du portail rouge de la plus haute difficulté. Elle emporte les proies les plus appétissantes dans son nid et y pond des œufs tout en les nourrissant. Quelle pire façon de mourir! Et les proies restantes appartiennent à ses enfants. Les acolytes de Takuto s'enfuirent, laissant Sota et l'esprit de la boule de feu derrière. Sota était entouré de monstres. Un des enfants de l'araignée le fixait, comme s'il était un anka. « Est-ce la fin pour moi ?» se demanda Sota, mais il ne voulait pas mourir. L'esprit de la boule de feu parla à nouveau, lui disant de ne pas abandonner, de aiguiser ses sens et de ressentir. « Comme tu es maintenant, tu devrais comprendre. » Sota était encore confus, mais il s'accrochait à sa foi. Une lumière apparut, suivie d'un message indiquant que la durée de l'état avait dépassé le seuil. Félicitations, une compétence s'était éveillée grâce à la bénédiction des catacombes. La compétence éveillée était l'anomalie de l'héritage des âmes errantes, vraiment errantes. Mais que sont-elles? Se demanda Sota. La boule de feu devint immense. Sota était stupéfait. Puis la boule de feu prit l'image de son père, tendant la main vers lui. Sota saisit la main de son père alors que les araignées rugissaient, entourées de monstres. Enfin, leurs mains se rencontrèrent et une explosion éclata, anéantissant les araignées restantes. Sota se sentit puissant alors que des flammes jaillissaient en lui. L'anomalie de l'héritage éveillé lui permit d'hériter des compétences des âmes errantes. La compétence de flamme est désormais entre ses mains, celle de son père. Il n'arrive pas à croire qu'il a une compétence. Non seulement il est devenu un dinjon d'Ivé, mais il était si ému que même l'esprit de la boule de feu le remarqua. Ce n'était pas le moment, car les monstres arrivaient déjà. Une horde chargea vers Sota, qui ne savait toujours pas quoi faire, malgré sa compétence obtenue. L'esprit de la boule de feu lui reprocha de garder ses sens aiguisés et de se concentrer sur ce qu'il voyait. Sota se concentra, ses yeux brûlèrent de flammes. Il fixa l'araignée, la vit cracher quelque chose et réussit à l'esquiver. La boule de feu expliqua que Sota avait vu l'élan de son âme. Apparemment, la source du pouvoir utilisé par tous les joueurs, ennemis et divers, provient de l'âme. Le moment où il vit l'araignée concentrer son pouvoir dans sa bouche devrait être considéré comme un résultat de la compétence d'anomalie. Une autre araignée s'approcha de Sota et chargea. Il se demanda combien de temps le monstre tiendrait. Elle rassembla de l'énergie, mais Sota la frappa avant qu'elle ne puisse cracher. Il était surpris d'avoir esquivé ses attaques. Il sauta et frappa le monstre, abasourdi. Il pouvait maintenant se battre. La boule de feu expliqua qu'en accueillant l'âme de son père, leurs compétences et techniques de combat étaient partagées. Sota avait l'impression que son père était juste derrière lui, le guidant avec ce pouvoir écrasant. Cela lui fit monter les larmes aux yeux. Ce sentiment lui donna la confiance de se battre. Avec ce pouvoir, il frappa un monstre. Un autre chargeait derrière lui, rassemblant de l'énergie. Mais il esquiva l'attaque juste à temps. Les lleus de Sota brolaient de flammes. Il se concentra sur le monstre. Puis, quelque chose attira son attention. Il demanda à la flamme s'il avait vu le point faible de l'araignée. Sota sauta et frappa. Notre héros observa attentivement. L'araignée avait reçu un coup fatal. Sota avait laissé des flammes là où il avait touché. Soudain, une autre araignée se plaça devant lui. Elle fit un pas, puis tourna. La salope s'enfuit. Mais Sota ne l'entendait pas de cette oreille. Il rassembla de l'énergie dans son bras et activa la compétence « Prison Blaze ». La fuyarde reçut un coup fatal. C'était fini. Il soupira, un peu fatigué, mais pas mal du tout pour un débutant, commenta la flamme. La boule de feu dit alors à Sota de parler avec l'âme de son père et d'écouter ses regrets persistants. Ce n'est qu'après avoir apaisé ses regrets qu'il pourrait pleinement hériter de la compétence. C'est ça, la capacité de l'anomalie. Sota était confus de savoir pourquoi la boule de feu en savait tant. Elle balaya ses questions, disant que Sota était encore dans un état semi-éveillé. Il percevait les âmes de manière incomplète. Mais maintenant qu'il avait éveillé ses compétences, il pouvait enfin converser avec une âme. L'âme de son père apparut devant lui. Il souriait comme s'il était incroyablement fier de son fils. Son père commença la conversation en disant que cela faisait longtemps. Notre héros se figea. Il demanda pourquoi son père n'était pas resté avec sa mère.
Son père répondit qu'il était parti pour la sauver. Sota fut surpris. Elle était tombée à cause du venin de la reine araignée. Pour l'antidote, il avait besoin de ses crocs. C'est pourquoi il chargeait dans chaque porte rouge qui apparaissait, indéniablement imprudent. Mais juste au moment où il pensait la voir, un piège se déclencha. Notre héros ne savait pas comment réagir. Son père continua, admettant avoir refusé d'écouter, se lançant dans raid après raid. Sota était toujours en colère, même après l'explication. Il était en colère. Que son père avait choisi de tout porter seul alors qu'ils étaient censés être une famille. Sota admit qu'il n'aurait peut-être pas été d'une grande aide, mais au moins son père aurait pu lui parler. Son père resta sans voix. Avec détermination dans les yeux, Sota lui dit qu'il serait celui qui sauverait sa mère. Il jura qu'il dépasserait même le plus grand joueur, son père. Il jura qu'il ne laisserait personne d'autre mourir et qu'il deviendrait le plus fort des donjons d'hiver. Son père était vraiment fier de son fils, qui parlait maintenant comme un homme. Il prit Sota dans ses bras, lui disant combien il était fier et combien il l'aimait. Il voulait tout dire maintenant, sans regret. Le père de Sota lui dit de devenir plus fort que quiconque. Peu après, son père se dissipa, se transformant en bulle flottante. Il dit à Sota qu'il comptait sur lui et de prendre soin de sa mère. Sota remercia son père, du fond du cœur. Puis un écran bleu apparut, comme lorsque Sota avait d'abord acquis sa compétence. La conversation apaisa les regrets persistants de Keiichiro Suzuki. La compétence est maintenant pleinement héritée, Radiant Blaze, qui permet la manipulation libre des flammes. Il se retrouva maintenant seul. Des larmes de joie coulèrent des yeux de Sota. L'esprit de la boule de feu se moqua de lui, disant que c'était une sacrée prétention de vouloir surpasser son vieux, mais il devait admettre qu'il avait eu tort de penser un jour que Sota était un lâche. Sota essaya de remercier l'esprit de la flamme pour tout, mais il l'ignora, clairement peu intéressé par des remerciements formels, comme s'ils n'étaient pas des étrangers. Cette réponse éveilla la curiosité de Sota, et il demanda enfin qui était vraiment la boule de feu. Pourrait-il s'agir de quelqu'un qu'il connaissait? L'esprit de feu tenta de répondre, mais la connexion devint soudainement instable, et Sota ne comprit pas un mot. Il essaya à nouveau, mais la voix continuait à se couper. Rien ne passait clairement, comme un appel vidéo en panne. Même en faisant de son mieux, la boule de feu ne pouvait pas le dire. Apparemment, c'était un bug. La boule de feu dit à Sota de l'appeler comme il voulait, mais ça devait être cool, suggéra-t-elle. Sota pensa à Tomo. La boule de feu, stupéfaite, détesta ce nom et remit en question le goût de Sota. Sota se défendit, disant que ce n'était pas sa faute. C'était la boule de feu qui avait dit qu'il pouvait l'appeler comme il voulait. Finalement, elle céda. Sota avait raison, il devait s'en tenir à ça. Elle rappela ensuite à Sota qu'il y avait encore quelque chose qu'il devait faire ensuite. Notre héros fut d'abord choqué. Puis son visage devint sérieux, comme s'il avait déjà un plan bien établi. La boule de feu était convaincue que cela lui allait bien. Alors qu'il marchait vers la sortie des catacombes, la boule de feu dit à Sota que s'il voulait jamais les revoir, il lui suffisait de retourner dans une catacombe quand il le souhaitait. Notre héros atteignit enfin la sortie. De l'autre côté de la porte verte, les acolytes de Takuto haletaient, courbés après avoir couru. Ils ne comprenaient pas pourquoi une araignée comme ça se trouvait là, mais n'avaient pas de réponse. Soudain, la porte verte commença à briller intensément, les faisant tous deux reculer de choc. Des cercles apparurent autour d'elle, révélant la vérité. Maintenant, ils comprenaient ce que c'était vraiment. C'était une porte irrégulière. Un des acolytes de Takuto ne comprenait pas. La difficulté des portes était classée par couleur, rouge, jaune, violet, bleu, puis vert. Normalement, le niveau de danger était évident par la couleur. Mais une porte avec des cercles signifiait une chose. Le danger était ici au maximum. Le premier acolyte n'en revenait pas. Donc, c'était effectivement une porte rouge, demanda-t-il. La panique s'installa alors qu'ils se demandaient comment ils allaient rapporter cela à l'association. Vraiment, ils allaient admettre qu'ils étaient entrés illégalement, et en plus, ils avaient tabassé un civil. L'un d'eux dit que Takuto avait probablement eu ce qu'il méritait. Mais le deuxième acolyte se souvint alors que Soda était toujours à l'intérieur. Après une brève pause, ils décidèrent que personne ne se soucierait de le chercher de toute façon. Un loser qui disparaît ne compterait pas. C'est alors que la porte verte s'ouvrit. Soda sortit calmement et dit « Désolé d'être une poubelle ». Les acolytes furent choqués de voir un Soda si différent. Ils se demandaient comment il pouvait être en vie. Les yeux
Il vit qu'ils n'étaient rien d'autre que des faibles comparés aux araignées qu'il avait affrontées. Ce scumbag le blâma immédiatement pour la mort de Takuto. Même l'autre acolyte n'en revenait pas de ce qu'il disait. Au final, le scumbag choisit de tout reprocher à Soda. Mais Soda en avait assez d'écouter. Fatigué, il leur dit qu'il devait parler à Katora. Katora était perdu. L'autre acolyte, vexé, se mit en colère et lui donna un coup de poing. Mais Soda ne bougea même pas. Il frappa le premier, lui infligeant un coup solide en plein visage. Le scumbag fut projeté et s'effondra enfin, pendant que l'autre restait figé, se demandant si Soda était vraiment devenu un dinjon d'Ivé. FR. En plus, il est incroyablement fort. Soda demanda un service à Katora. Bien que trempé de sueur et visiblement secoué, Katora accepta. Ils réentrèrent ensemble dans les catacombes, sachant qu'ils n'avaient aucune chance. FR. Mais Soda expliqua que c'était leur chance d'entrer par une porte normale. S'ils n'agissaient pas, ce serait trop tard. Notre héros était déterminé à vaincre la reine araignée. FR. Katora fut choqué de réaliser que c'était le plan de Soda depuis le début et insista pour appeler des renforts. Avant qu'ils ne puissent en dire plus, une voix cria derrière eux. « Attenders !» Soda et Katora sursautèrent, se retournant par peur comme si un autre esprit était là. FR. Un homme fort et sûr de lui s'avança, bloquant leur chemin. Il ne les laisserait pas faire ce qu'ils voulaient tant qu'il était en vie. Qui est cet inconnu? Pourquoi est-il ici dans les catacombes? Soda et Katora n'avaient aucune idée de qui il était, alors ils lui demandèrent directement. FR. L'homme refusa de donner son nom, disant qu'il ne se révélerait pas à des gens suspects. Soda tenta d'expliquer, mais l'homme l'interrompit. Il fit remarquer que Soda était celui qui avait été inconscient devant la porte plus tôt. De plus, explorer une catacombe nécessitait 3 personnes. FR. Pourtant, Soda et Katora n'étaient que 2, ce qui les rendait plus suspects. L'homme avait clairement des raisons de les arrêter. FR. L'homme se prépara à leur donner une leçon pendant que notre héros tentait d'expliquer une dernière fois, mais il serra son poing et cria qu'il n'avait pas posé de questions à Soda. Alors que l'homme se précipitait et lançait un coup de poing à Soda, celui-ci esquiva. FR. Il savait qu'il n'avait pas le choix et contre-attaqua avec un uppercut. L'homme ne broncha pas, souriant sarcastiquement en disant que Soda était plutôt bon. Il activa son pouvoir, homme d'acier, transformant son corps en acier. FR. Ses poings se durcirent complètement et il avertit Soda qu'un coup de sapar ferait vraiment mal. Soda reconnut immédiatement la puissance de l'homme. S'ils tentaient leur chance, ils savaient qu'ils étaient déjà perdus. Alors Soda se retourna et s'enfuit, laissant Katora derrière avec l'homme. FR. L'homme cria après lui, demandant à Soda de revenir et de se battre, disant que ça devait être un sacré combat. Katora était stupéfait, mais suivit rapidement Soda. L'homme continua de les chercher, criant qu'ils devaient sortir et se battre à la loyale. FR. Ils se cachèrent dans la grotte, sachant qu'ils ne pouvaient pas encore l'affronter. Soda savait qu'il ne pouvait pas se battre à main nue et que le feu ne ferait qu'augmenter le danger. Soudain, un esprit de boule de feu verte apparut devant lui, reconnaissant cet homme d'acier. FR. Son nom était Tuma. Soda entendit l'esprit dire qu'en voyant Tuma, il avait été réveillé et qu'il était temps de se venger. Curieux, Soda demanda s'il s'était passé quelque chose entre l'esprit et Tuma. L'esprit fut choqué que Soda puisse le voir. FR. Soda répondit qu'il pouvait effectivement le voir. L'esprit expliqua qu'il et Tuma se détestaient autrefois et avaient décidé de régler ça dans un combat en tête-à-tête. FR. Malheureusement, il avait perdu. Il avait prévu sa vengeance, mais était mort dans les catacombes, ce qui le frustrait. Soda, voyant cela, lui proposa son aide et sortit avec confiance pour affronter à nouveau Tuma. FR. Tuma, toujours aussi arrogant, était ravi de le voir et riait, heureux que Soda soit enfin sorti. Soda cria son nom complet. Egorazi Tuma, Tuma Sefigia. Comment diable sait-il mon nom? FR. Alors que Soda s'apprêtait à le frapper, il s'excusa. Une décharge électrique verte frappa Tuma, le stupéfiant et le faisant tomber. Se tenant au-dessus de lui, une boule de feu verte émergea du corps de Soda, célébrant sa victoire. FR. L'esprit remercia joyeusement Soda. Son regret était enfin apuré, et il était temps de passer à autre chose. Soda fit ses adieux, réalisant que chacun porte ses propres regrets. Un écran bleu apparut à nouveau. Nouvelle compétence héritée, étourdir. FR. Peut générer un puissant choc électrique instantané. Katora retrouva bientôt Soda, qui avait vaincu Tuma. Soda lui demanda pourquoi il était venu le chercher au lieu de s'enfuir. Katora répondit qu'il ne savait toujours pas pourquoi il avait été amené. FR. Soda avait besoin de la compétence de Katora, maître du poison, pour manipuler le poison. Il savait que Katora pouvait créer des antidotes. FR.
Katora demanda ce que Soda voulait qu'il fasse. Notre héros répondit qu'il voulait vaincre la reine araignée pour aider sa mère. Même sans obligation, Katora choisit de se battre. Fr. Mais il demanda une chose à Soda, sauve Takuto. Katora le remercia, disant qu'il avait été sauvé maintes fois grâce à lui et avait éveillé sa compétence. Fr. Tu es mon bienfaiteur. Soda refusa de sauver Takuto, affirmant qu'il ne lui pardonnerait jamais. Il offrit pourtant à Katora un choix, sauver Takuto seul pendant que Soda se battait contre la reine araignée. Katora resta sans voix. Fr. Soda se retourna et promit de ne pas interférer, ce qui fit sourire Katora. Soudain, Tuma se réveilla. Les deux paniquèrent, mais Tuma, à leur grande surprise, les étreignit, disant qu'ils allaient le faire pleurer. Fr. Cela déconcerta Soda et Katora, mais ils étaient maintenant 3 dans les catacombes. Tuma dit que Soda aurait dû expliquer dès le début. Mais notre héros répliqua qu'il avait attaqué sans écouter. Tuma proposa son aide. Fr. Mais Soda hésita, inquiet du danger. Tuma insista, disant qu'il ne pouvait pas ne pas aider. Il le faisait parce qu'il le voulait. Fr. Juste à ce moment-là, la reine araignée folle et affamée apparut devant eux, un timing parfait, et plus de temps pour fuir. Tuma sourit alors que ses poings redevenaient en acier, prêt à se battre aux côtés de Soda et Katora sur le champ. Fr. La reine araignée terrifiante se tenait devant eux, prête à les dévorer. Katora demanda à Tuma où il en était dans les catacombes. Il avait nettoyé la zone de la porte violette, mais la porte rouge restait inexplorée. Fr. C'était le plus grand défi qu'il ait jamais affronté et il n'avait pas l'intention de reculer. Alors que Tuma se préparait à les protéger, Soda se précipita pour affronter la reine araignée, choquant tout le monde. Il était déterminé à la vaincre pour venger ses parents. Fr. La reine araignée chargea. Soda esquiva ses attaques avec aisance, se faufilant comme s'il avait déjà fait cela des milliers de fois. La reine araignée lança une toile. Soda sauta dessus sans hésiter. Tuma et Katora restèrent incrédules. Fr. Cette version de Soda semblait différente, comme s'il avait déjà franchi une porte rouge. Katora savait que ce n'était pas possible, Soda n'étant devenu d'injondivé que quelques heures plus tôt. Ses attaques et esquives étaient celles d'un vétéran. Fr. Puis des flammes jaillirent des mains de Soda. Impossible qu'il utilise le feu, murmura Tuma. Il cachait son pouvoir. Cela motiva aussi Tuma. Il ne pouvait pas se permettre de perdre ici. Ses poings se changèrent en acier quand sa compétence homme d'acier s'activa. Fr. Il frappa une des pattes de l'araignée, mettant tout ce qu'il avait dans ce coup. Mais à sa grande surprise, rien ne se passa. C'était comme si l'attaque n'avait absolument rien fait. Fr. Ce que Tuma ne réalisa pas, c'est que la tête de l'araignée était déjà derrière lui, prête à porter un coup fatal. Alors que la vie de Tuma défilait devant ses yeux, Soda surgit de nulle part et frappa la tête de l'araignée avec sa compétence nouvellement acquise. Fr. Choc électrique, étourdissement, la foudre verte frappa l'araignée dans le dos. Mais la reine araignée était trop robuste. L'étourdissement ne l'affecta guère, dirent les deux. Soda proposa d'utiliser le feu tant que Tuma serait une distraction. Tuma n'hésita pas. C'était un bon plan. Il transforma son corps en acier et activa son mode surmultiplié, prêt à affronter l'araignée. La reine araignée remarqua que son attaque ne passait pas. Tuma provoqua le monstre, lui demandant de mettre plus d'énergie dans ses attaques. Il savait que sa compétence ne durerait pas, Soda devait finir vite. La reine araignée ouvrit sa bouche sale et se jeta sur Tuma. Elle avait mordu à l'hameçon. Alors qu'elle s'approchait, Soda sauta du dos de Tuma, les poings enflammés. Flamme Florail. Il frappa une patte de l'araignée. La reine poussa un cri de douleur sous l'effet des brûlures. Elle recula, prouvant que le feu fonctionnait. Les 3 continuèrent d'avancer. Katora était émerveillé par la façon dont ils se battaient. Ils avaient vraiment une chance de gagner. Et maintenant, c'était son tour de sauver Takuto. Katora courut en avant quand soudain une chaussure tomba devant lui. Il savait immédiatement à qui elle appartenait. À Takuto. La reine araignée dévorait déjà le bas du corps de Takuto. Katora cria de toutes ses forces. Il se précipita, prêt à frapper de toutes ses forces. Mais l'araignée leva une de ses pattes et piqua vers le bas. Elle était à quelques centimètres de Katora. Quand Tuma se précipita pour le sauver, la patte de l'araignée perça son dos à la place. Le revêtement en acier se brisa, tombant au sol morceau par morceau. Mon acier était-il trop mou? Soda n'hésita pas. Il chargea vers l'araignée pour sauver ses nouveaux amis. Mais une patte de l'araignée l'attrapa et le projeta contre le mur de la catacombe. Il s'écrasa au sol. L'araignée enveloppa Soda dans sa toile, puis s'approcha et le souleva dans les airs.
Il saisit un éclat de l'acier brisé de Tuma et piqua l'araignée droit dans les yeux. Au moment où la lame pénétra, Soda libéra une décharge électrique, canalisant l'électricité directement dans son corps. Avec l'autre main enflammée, il frappa l'araignée droit dans la bouche. L'attaque brûla l'araignée de l'intérieur avec une dernière convulsion. Elle s'effondra, sans vie, au sol. Grâce à l'acier brisé de Tuma, Soda avait réussi. Il pouvait enfin sauver sa mère. De l'autre côté, Tuma et Katora se tenaient au-dessus du corps sans vie de Takuto. Katora éclata en larmes, accablé par le chagrin et l'incrédulité. Tuma proposa doucement de porter Takuto pour lui donner une sépulture convenable. Tuma s'approcha ensuite de Soda pour le féliciter d'avoir vaincu la reine araignée. Mais Soda secoua la tête, disant qu'il n'aurait pas réussi sans l'aide de Tuma. Tuma était surpris. Soda avait plusieurs compétences, et cette décharge électrique lui rappelait quelqu'un qu'il avait détesté. Il révéla que cela venait de Go-2. À cause de ça, il voulait aller à la tombe de Go-2. Tuma, choqué, lui dit qu'il n'y avait pas de tombe, car Go-2 était toujours vivant. Notre héros était perdu. Tuma précisa qu'il l'avait vu hier. Il n'y avait pas d'erreur. Notre héros était abasourdi. Soudain, Soda se prit la tête, une migraine aiguë le frappant. La voix de l'esprit de la boule de feu résonnait. « Tu as touché la racine de ce monde. » Un souvenir refit surface. Soda, assis dans une classe à côté d'une fille dont il ignorait l'identité, s'effondra, inconscient au sol. Alors que l'obscurité l'envahissait, l'esprit de la boule de feu continua de parler, lui rappelant que celui qu'il devait sauver n'était pas seulement sa mère. Dans l'hôpital, Tuma demanda à Soda si cet homme était vraiment l'esprit rencontré dans la catacombe. Notre héros le confirma. Après le combat éprouvant contre l'araignée, l'affrontement entre Tuma et Go-2 continuait. Tuma taquina Go-2, lui demandant s'il était vraiment lui ou juste un jumeau, le traitant de vicieux. « Je suis enfant unique », répondit Go-2. Tuma accepta l'explication, car Go-2 semblait vraiment être un enfant gâté. Ils plaisantaient comme des gamins, oubliant qu'ils étaient à l'hôpital. Soda dut intervenir quand les gens les regardèrent. Ils se turent enfin, et Soda demanda s'il était sûr que la porte qu'ils avaient nettoyée était maintenant fermée et stabilisée. Tuma et Go-2 lui assurèrent que oui. Ils avaient tout vérifié avant de partir. Une fois le boss d'une porte vaincu, la porte se stabilise et ne représente plus de menace d'invasion ennemie. Soda les remercia tous les deux d'avoir nettoyé la porte et s'en alla vérifier Katora. Alors que Soda s'éloignait, Go-2 demanda s'il était vraiment celui qui avait vaincu le boss. Tuma le confirma. Soda avait vaincu un boss de Porte Rouge. Go-2 était abasourdi. Il semblait que l'héritage des compétences des âmes errantes était possible. Une capacité incroyable, alliée à la rapidité d'esprit et au courage de Soda. C'est alors que Tuma eut une bonne idée, recruter Soda. Il demanda une faveur à Go-2, mais celui-ci refusa. Les deux se mirent à s'engueuler à nouveau. Dehors de l'hôpital, Katora travaillait sur des parties prélevées sur l'araignée tombée pour extraire le poison. Soda le trouva. L'analyse était presque terminée et l'antidote serait prêt bientôt. Katora demanda à Soda comment il allait, surtout après avoir perdu connaissance dans la catacombe. Soda le remercia pour son aide. Katora dit qu'il avait les blessures les plus légères et s'excusa de n'avoir retenu personne. Soda balaya cela. Quand quelqu'un d'important est en danger, ton cœur vacille. Soda comprenait bien ce sentiment, cela lui rappelait ses parents. Takuto était différent, il ne l'aimait toujours pas, mais pour Katora, c'était autre chose. Soda respectait cela. Je ne peux pas battre ça. Dit Katora. Notre héros ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais juste à la fin de leur conversation, l'antidote était enfin terminé. Grâce à l'incroyable maître poison, Katora le tendit à Soda et lui demanda de se dépêcher de la porter à sa mère. Notre héros était vraiment reconnaissant. Il courut aussi vite qu'il le pouvait vers la chambre d'hôpital de sa mère. C'était l'antidote qui pouvait la sauver, maintenant entre ses mains. Il regarda sa mère immobile et lui fit doucement boire l'antidote de Katora. Une gorgée. Et tout à coup, son corps entier brilla. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Le poison était parti. Au moment où elle se réveilla, Soda sentit sa poitrine se serrer. Rien que de la voir éveillée à nouveau, il en pleura. Elle le reconnut tout de suite et remarqua combien il avait grandi. Ému, il semblait se retrouver après une longue séparation. Ils parlèrent du père de Soda. Sa mère demanda ce qu'il avait vraiment ressenti. Soda répondit que... Il ajouta que son père lui avait confié tout, ses sentiments, son pouvoir et sa volonté, y compris les flammes Kashiro. Cela choqua sa mère, qui lui demanda ce qu'il comptait faire ensuite.
Maintenant qu'il avait réalisé le souhait de son père et l'avait sauvé, Soda hésita. Elle avait raison, que faire maintenant? Mais au fond de lui, il connaissait déjà sa réponse. Il était déterminé à devenir le plus fort des Dungeons d'hiver pour que personne ne meure plus jamais. Ce n'était pas ce que sa mère voulait entendre. Soda demanda si elle était contre sa décision. Elle ne mâcha pas ses mots et répondit oui tout de suite. L'idée que son fils risquait sa vie lui faisait mal au cœur, mais elle savait que ses parents en étaient la cause. Pourtant, elle reconnut qu'il ne serait pas juste de l'empêcher de poursuivre son rêve. Cela fit rougir Soda. Elle lui fit promettre de se protéger lui-même parmi ceux qu'il jura de défendre. S'il mourait, elle ne pourrait pas le supporter. Soda jura de ne pas laisser cela arriver. Ils s'étreignirent, se réchauffant l'un l'autre. C'était leur première vraie réunion. Quand Soda sortit de la chambre, il remarqua Tuma et Katura, près de lui, essuyant leurs yeux tout en feignant de ne pas pleurer. Ils avaient tout entendu. Tuma admit qu'il ne voulait pas écouter, mais Soda balaya cela et dit que ce n'était pas grave. Mais le vrai problème restait que Soda était entré dans une catacombe sans permission. Que devait-il dire à l'association? Tuma haussait les épaules avec confiance. Leur groupe s'en occupait déjà, pas de souci. Puis il invita Soda à les rejoindre. Si Soda voulait être le meilleur des Dungeons d'hiver, leur groupe était le moyen le plus rapide, loin de l'hôpital. Fr. Derrière une porte jaune, un homme marchait sur les corps inanimés de monstres des catacombes. Il s'excusa auprès de quelqu'un, disant que Tuma avait agi seul. Il s'adressait à un homme aux cheveux blancs, assis sur un tas de monstres morts. Fr. L'homme aux cheveux blancs s'en fichait. Il voulait aussi rencontrer quelqu'un, un certain Sota Suzuki. Fr. Une équipe est une organisation qui soumet un avis de formation à l'association des Dungeons d'hiver, reçoit une approbation officielle, effectue des explorations de catacombes et des soumissions de boss. Fr. En se promenant par une belle journée ensoleillée, Tuma expliqua fièrement à Sota et Katura qu'il était membre de l'équipe renommée Tenro. Katura intervint rapidement, disant que Tenro n'était pas qu'un groupe de premier plan au Japon, mais l'une des meilleures équipes au monde. Fr. L'équipe est divisée en escouades, numérotées de 1 à 10, chacune dirigée par un capitaine incroyablement compétent, et au-dessus d'eux se tenait le commandant en chef. Tuma tapota Katura dans le dos, impressionné par ses connaissances. Fr. Katura se souvint que Takuto admirait Tenro et rêvait de les rejoindre un jour, s'entraînant sans relâche, même sans équipe. Fr. Tuma était sans voix. Sota prit la parole, disant qu'il savait un peu sur eux, que le nom du commandant en chef était Yamato Sumeragi. Il avait résolu des incidents historiques à travers le monde, et l'association japonaise des Dungeons d'hiver l'avait officiellement nommé le plus fort. Fr. Sota se demanda à quoi ça serait de rencontrer quelqu'un d'aussi incroyable. Katura demanda au MC s'il était nerveux, mais il secoua la tête, disant qu'il était juste très reconnaissant pour cette opportunité. Fr. Tuma était impressionné. Ce gamin avait du cran. Ils arrivèrent au siège, qui de l'extérieur ressemblait à une vieille maison. Mais Tuma leur assura que les apparences étaient trompeuses. Fr. Lorsque la porte s'ouvrit, un immense espace se dévoila. C'était une installation high-tech, bien différente de leurs attentes. Juste quand Tuma allait expliquer et se vanter, un homme derrière lui donna un coup sur la tête. L'homme gronda Tuma pour avoir agi seul et exploré une catacombe, puis il a reproché cette exception à l'équipe. Tuma se défendit, affirmant avoir la permission de Yamato. L'homme ne s'arrêta pas de frapper. C'était le grand frère de Tuma. Tout en lançant des coups, il demanda à Tuma s'il avait déposé tous les papiers sur Gotou de la deuxième équipe. Cette question lui rappela comment Gotou s'était moqué de lui plus tôt. Impossible que ce type se soit tu. Il l'avait sûrement dénoncé. Pourtant, les deux frères continuaient d'échanger des coups et des plaisanteries. Soda s'excusa, essayant d'arrêter les frères, mais l'homme l'interrompit en appelant calmement Soda et Katora. Il se présenta comme Yusei Igarashi, le vice-commandant en chef de Tenro. Yusei s'inclina profondément et s'excusa au nom de son frère cadet. Il admit que Tuma avait toujours été du genre à foncer sans écouter. Notre héros, flatté et timide, insista que ce n'était rien. Après tout, Tuma avait beaucoup aidé. À ce moment-là, un homme entra en disant que Yusei était trop strict avec lui. C'était le même homme qu'on avait vu dans les catacombes, assis sur des tas de monstres morts, Yamato Sumeragi. Il ajouta que Tuma essayait juste Soda les regardait pendant qu'il parlait. Il remarqua que Yamato était plus petit que les frères Igarashi.
Soda activa son pouvoir et scruta leurs âmes. Yusei était clairement plus fort que Tuma, mais l'âme de Yamato semblait ordinaire. Non, peut-être même moins que ça. Yamato se tourna vers Soda et le salua, disant qu'il était ravi de le rencontrer enfin. Il était impressionné par l'anomalie de Soda. Notre héros pensa que ce Yamato était plus détendu qu'il ne l'imaginait. Puis Yamato lui posa une question simple. Soda voulait-il vraiment devenir le plus fort? Yamato l'invita à découvrir ce que cela signifiait vraiment, ce à quoi notre héros acquiesça. Avant que Yusei ne puisse les avertir, Yamato rassura tout le monde en disant que tout irait bien et qu'il se retiendrait. De plus, Soda semblait déjà très motivé. Yusei n'eut d'autre choix que de décider d'intervenir seulement si la situation devenait dangereuse. Yamato les mena dans la salle d'entraînement. En un instant, les lieux changèrent. Le changement fut si rapide que Soda n'eut pas le temps de réagir. Yamato leva sa main gauche, avertissant Soda qu'il allait frapper. Soda activa ses yeux brûlants, conscient qu'il ne pouvait jamais baisser sa garde. Yamato pourrait utiliser une compétence. Il essaya de lire l'âme de Yamato, toujours vide. Puis l'aura de Yamato changea. Une aura orange brillante émergea. Trop tard, Yamato était déjà là. Le coup frappa Soda, l'éjectant contre le mur. Tuma, Yusei et Katora crièrent le nom de Soda dans la panique. L'impact fissura le mur derrière lui. Un instant, Soda crut qu'une explosion avait eu lieu. Mais surtout, qu'est-ce que c'était? L'âme de Yamato avait la forme humaine. Alors que notre héros tentait de se relever, il comprit que ce n'était pas une compétence, mais une concentration écrasante d'énergie pure. Yamato lui demanda s'il voulait continuer, ce qui fit réaliser à Soda qu'au lieu de reculer, cela l'excitait encore plus. Ces flammes jaillirent de l'intérieur alors qu'il se relevait. Yamato attaqua à nouveau, rapide et implacable, mais cette fois, Soda réussit à esquiver. Cela surprit Yamato, mais c'était prévisible. Coup après coup, Soda continuait d'éviter les attaques. Il réalisa que même s'il parvenait à bloquer, un autre coup solide et il ne tiendrait probablement plus debout. Il se dit qu'il ne pouvait plus se fier seulement à ses yeux, il devait aussi le ressentir. Chaque mouvement, chaque changement, utilisant tout son corps pour réagir. C'était le moment contre le plus fort. Quelle occasion! Le sang de Soda brûlait d'excitation alors que Yamato revenait encore et encore. Il ne voulait pas que ça s'arrête. Il voulait plus, des coups plus durs, des mouvements plus rapides, sans retenue. Yamato frappait joyeusement, mais Soda esquivait tous les coups. Déjà meurtri, il continuait à se battre. Yusei avait du mal à croire ce qu'il voyait, mais il ne pouvait s'empêcher d'admirer le courage de Soda qui ne reculait pas. Tuma demanda à son frère ce qu'il en pensait, mais Yusei sourit simplement et dit qu'il pensait que cela se passait plutôt bien. Le poing de Soda commença à briller. De petites flammes vacillaient autour de lui alors que la chaleur montait. Il regarda le commandant en chef et demanda s'il pouvait enfin se donner à fond. L'expression de Yamato changea légèrement et il lui dit que c'était son mode sérieux, sa forme la plus forte. Demander la permission enlève un peu le plaisir. Mieux vaut que Soda vienne à lui avec tout ce qu'il a. Notre héros se prépara à donner toute sa puissance. Le poing enflammé de Soda fonça vers Yamato, les flammes éclatant à l'impact. Les yeux de Yamato s'écarquillèrent. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Cette compétence, elle appartenait à nul autre que Satoru Suzuki, le mage de feu le plus fort. Le revoir rendit Yamato excité, comme au bon vieux. Il loua Soda, disant qu'il avait du vrai cran et admit qu'il commençait à l'apprécier de plus en plus. Entendre cela de la part du commandant en chef était un immense soulagement. Notre héros était trempé de sueur et complètement épuisé. Mais l'entraînement n'était pas encore terminé. Yamato leva lentement sa main droite, une aura orange brillante l'entourant. Le commandant en chef allait passer à la vitesse supérieure. Soudain, des alarmes retentirent et une annonce d'urgence résonna. Une invasion ennemie avait lieu à l'extérieur. Tout le monde se figea. Une énorme épidémie avait éclaté à Sakurazawa. Soda n'était pas encore remis de l'entraînement, mais une invasion ennemie survenait déjà. L'excitation de Yamato disparut. Les choses devenaient amusantes, mais l'entraînement devait s'arrêter. Apparemment, si un boss reste en vie trop longtemps après l'ouverture d'une porte, des ennemis envahissent le monde réel et attaquent les civils. Yamato précisa que les portes près des villes sont rarement ignorées. Cette fois, c'est sûrement parce que des challengers n'ont pas réussi à les nettoyer à temps. Le commandant en chef intervint et prit le contrôle. Il demanda à Yusei quelles équipes étaient prêtes. Les équipes 1, 2 et 5, répondit Yusei sans hésiter. Yamato donna rapidement des ordres. L'équipe 5 devait escorter les civils et s'assurer de leur sécurité. Les équipes 1 et 2 reçurent l'ordre de se déployer en position sécurisée à environ 5 km autour de la ville de Sakurazawa, arrêtant les ennemis avant qu'ils ne se répandent davantage. Les équipes 1 et 2 de Yusei devaient s'occuper de la porte elle-même. Curieux,
Soda demanda à Yamato ce qu'il ferait. Le commandant en chef annonça qu'il chargerait l'ennemi et s'occuperait des ennemis éparpillés dans la ville. Soda demanda s'il pouvait venir, voulant voir une vraie bataille. Yamato le regarda et le prévint. S'il ne pouvait pas suivre, il serait laissé derrière sans hésitation. Notre héros ne recula pas, déterminé, et acquiesça. Katora fut aussi invité à les rejoindre pour surveiller Soda. Puis le commandant en chef haussa la voix et donna l'ordre final. Il était temps de partir et personne n'était autorisé à mourir. Dans la zone d'invasion ennemie suspectée, Yamato et Soda filaient à pleine vitesse. Katora avait du mal à suivre. Leur rythme était irréel. Il s'inquiétait pour Soda. Après un vrai combat juste après un entraînement intense, c'était clairement trop. Sans plus attendre, Yamato s'attaqua aux ennemis, frappant l'un après l'autre. Il jeta un coup d'œil en arrière et remarqua que Soda traînait, clairement épuisé. Avait-il attendu trop de lui? Les jambes de Soda fléchirent et il trébucha. Katora se précipita vers lui, inquiet. Soda se demanda s'il était vraiment temps de montrer de la faiblesse. Katora, visiblement préoccupé, pensait au fond que c'était trop pour eux. Peut-être que c'était finalement impossible. Peut-être qu'il devait laisser Yamato et l'équipe de Tanro s'en charger. Soda avait le courage de rester là, mais il était clairement épuisé. Katora lui demanda pourquoi il se poussait autant. Soda était déjà fort et il pouvait facilement laisser Yamato gérer le combat. Mais Soda refusa de reculer. Il dit qu'il ne fuirait pas et ne se blâmerait pas plus tard de ne pas être assez fort. Cette fois, pour la première fois de sa vie, il faisait un choix pour lui-même. Il voulait devenir le plus fort. S'il abandonnait maintenant, il perdrait plus que le combat. Il perdrait sa raison d'avancer et il en avait assez de se mentir. Il savait exactement ce qu'il devait faire pour rattraper Yamato. En entendant cela, Katora sortit une petite bouteille et activa son alchimie du poison. Il créa quelque chose sur le champ et le tendit à Soda, qui faillit le laisser tomber de surprise. La boisson pouvait débloquer un pouvoir caché et renforcer le corps, mais seulement temporairement. Et cela avait des effets secondaires, affirma Katora. Soda fixa la petite bouteille, prit une courte respiration et hésita à la boire. Pendant que Yamato continuait à écraser les ennemis, Yusei au téléphone annonça que les catacombes avaient déjà été vérifiées. Il n'y avait plus de boss à l'intérieur, ce qui signifiait qu'il s'était échappé dans la ville. Maintenant, il devait empêcher d'autres ennemis de sortir. Avant de finir l'appel, un ogre massif apparut devant Yamato. Il pensa que c'était peut-être le boss. Si c'était le cas, ce serait facile à gérer. Puis soudain, quelqu'un chargea past lui. Les yeux de Yamato s'écarquillèrent. C'était Soda. Il frappa l'ogre de son poing enflammé directement au visage. Grâce à Katora, la puissance de Soda avait explosé. Katora n'en revenait pas, RMC le remercia. Il avait bu la potion sans connaître les effets secondaires. Le boost se fit sentir instantanément, inondant son corps de force. Soda se lança tout de suite. Katora n'eut d'autre choix que de l'encourager à continuer. L'ogre fut projeté et s'écrasa au sol, inconscient. Yamato regarda avec une véritable admiration. Un autre géant ennemi apparut devant eux. Soda avança, des flammes jaillissant de son corps. Il regarda Yamato avec une détermination inébranlable. Peu importe à quel point il était en avance, il ne renoncerait pas et continuerait à le poursuivre. Un autre géant ennemi apparut soudainement. Yamato ne put que soupirer. Quel casse-tête! Il remarqua alors quelque chose de différent chez Soda. Une puissance ininterrompue émanait de lui. Ses yeux prirent une teinte jaune-orange vif, et des flammes explosèrent autour de son corps, sauvage et impossible à ignorer. Yamato expliqua que le grand ogre devant eux était le boss de la porte, celui qui avait déclenché l'invasion. Les ennemis échappés dans le monde réel y resteraient, même si le boss était tué. Pourtant, voyant Soda si sérieux, Yamato lui demanda s'il voulait gérer le boss. Soda n'hésita pas et accepta. Yamato croyait en lui, mais resterait vigilant au cas où ça tournerait mal. Puis, en un clin d'œil, Yamato disparut. Il sauta entre les bâtiments si vite que Soda ne put le suivre. Tout reposait maintenant sur Soda. Il prit une grande respiration et se concentra. Ce combat lui avait été confié. L'ogre leva son arme massive et la balança avec force. Soda esquiva à peine à temps, mais quelque chose semblait faux. La défense de l'ogre était d'un autre niveau. Le plan était simple. S'approcher, le déséquilibrer, puis le finir avec Elfir. Soda chargea sans trop réfléchir. Il lança coup après coup, des flammes flamboyantes à chaque impact. Mais ça ne fonctionnait pas. Au contraire, cela rendait l'ogre encore plus furieux. L'ogre rugit et frappa Soda,
l'envoyant s'écraser contre un mur. Le coup était si violent que Soda cracha un peu de sang en tombant. Pendant ce temps, l'ogre n'avait même pas une égratignure. C'est alors qu'il comprit, l'ogre résistait au feu. Il restait là, immobile, tandis que ses flammes, sur lesquelles il comptait, faisaient à peine de dégâts. Cela le secoua plus que le coup. La foudre pouvait le paralyser, certes, mais paralysé n'était pas tué. Soda se demanda quoi faire ensuite, puis il se souvint de quelque chose que l'esprit de la boule de feu lui avait dit auparavant. Ne dépend pas seulement du pouvoir de ton père. Le feu est puissant, mais tout ne brûle pas, dit l'esprit. Soda voulut répliquer qu'il le savait, mais l'esprit demanda, es-tu vraiment sûr? Il le réprimanda. Être fort ne signifiait pas foncer tête baissée. L'esprit lui avait appris un dernier mouvement. Au début, cette pensée l'excitait, mais il se souvint de l'avertissement. Ce n'était pas une technique garantie, juste un peut-être. Même les plus forts ne pouvaient pas toujours y arriver. Seul celui qui comprenait son âme pouvait l'utiliser. Soda commença à s'impatienter. Quel était ce mouvement déjà? Un coup de pied, un coup de poing, dit le juste. L'esprit expliqua que peu importait si c'était un coup de pied ou un coup de poing. Il devait juste concentrer toute son aura dans une seule frappe. Il soutenait qu'il se battait toujours à pleine puissance. Mais l'esprit le contredit. Parfois, se retenir faisait partie du contrôle. Cela coulait normalement de l'âme à travers le corps. Forcer tout en un seul point était très difficile. Même les combattants aguerris ne pouvaient rassembler qu'une petite portion. Mais celui qui comprenait vraiment son âme contrôlait ce flux et libérait bien plus de puissance. Cela semblait incroyable, mais nécessitait une concentration extrême. Et dans un combat où une erreur pouvait signifier la mort, se concentrer aussi intensément était presque impossible. Soda était en plein combat. Comment pouvait-il se concentrer calmement? C'est pourquoi l'esprit disait que cela ne marchait que dans certaines situations, et il lui donna un dernier conseil. Si l'ennemi est trop fort, fuis simplement. De retour au présent, Soda se tenait face à face avec le boss ogre à nouveau. Cette fois, il ne paniquait pas. Il était déterminé. Il se concentra plus profondément que jamais. Ses flammes grandirent, plus grandes et plus chaudes, tout en étant mieux contrôlées. Le bruit s'estompa et la douleur s'atténua. Son combat précédent avec Yamato l'avait préparé. Puis l'ogre rugit, tentant de l'effrayer. Soda ne cligna pas des yeux. L'ogre chargea droit vers lui et, soudain, quelque chose se débloqua. Soda enflamma ses flammes et se lança en avant. Il sauta haut et libéra encore plus de feu, poussant son pouvoir plus loin que jamais. Cette fois, c'était différent. Il visa la tête de l'ogre, des éclairs vers jaillir. Stupéfait, l'ogre se figea un instant, confus. Cette ouverture était tout ce dont Soda avait besoin. Il le regarda dans les yeux et frappa, son poing enflammé dans son visage avec force. Au moment où le coup toucha, le nom du mouvement résonna dans son esprit. Soul Blast. Des flammes explosèrent de son poing, plus grandes que tout ce qu'il avait jamais produit. L'impact fut énorme, envoyant l'ogre voler à travers le champ de bataille. Soda toucha enfin le sol. Le feu brûlait intensément, submergeant le géant qui s'écrasa sans se relever. Soda leva lentement la main, essoufflé, célébrant la victoire. Il sentait qu'il se rapprochait du niveau de Yamato. Mais soudain, un vertige le frappa. Il tomba au sol, sa force s'évanouissant rapidement. Non, pas maintenant. Il se rappela la boisson que Kotora lui avait donnée et l'avertissement sur les effets secondaires. Donc, c'était le prix. D'autres ogres apparurent, formant un cercle autour de lui. Ses jambes fléchissaient. Sa vision se brouillant, une pensée lui vint. Est-ce vraiment ainsi que ça se termine ailleurs? Yamato leva les yeux vers un bâtiment imposant, pensant que ce serait un repère parfait. Il sauta pour admirer la ligne d'horizon. En atterrissant sur le toit, il annonça qu'il était prêt. Le squad 2 a terminé de sceller les ennemis dans un rayon de 5 km autour de la tour. Le squad 1 rapporta la même chose. Le commandant en chef le remercia. Prêt à commencer, Yamato libéra une énergie bleue, semblable à des flammes, qui engloutit le bâtiment et toute la zone. De retour à Soda, maintenant coincé par une meute d'ogres furieux. Pas le temps de penser à la suite. Il doit juste agir, pas pour gagner, juste pour survivre. Il n'y a pas de place pour l'abandon ici. Il se força à se lever, se préparant aux attaques des ogres. Soudain, un éclair bleu jaillit, électrocutant tous les ogres. C'était quoi cette attaque? Puis il comprit, c'était le pouvoir de Yamato. Yamato se tenait au sommet du bâtiment, le poing levé, une aura bleue émanant de lui. L'énergie un par un, dans différents endroits,
Ils s'effondrèrent au sol, vaincus. Soda ne pouvait que regarder, choqué. Il avait été sauvé in extremis. Et d'une manière ou d'une autre, il était indemne. C'est alors qu'il réalisa que cette aura n'était pas juste massive. Et elle ne se limitait pas à la ville. Son seul but était d'éliminer chaque ogre. Puis quelqu'un arriva. Notre héros se tourna. Tout ce que Soda pouvait faire, c'était se sentir soulagé d'être en vie et sauvé. Le commandant en chef s'approcha de lui, louant joyeusement Soda pour son bon travail. Alors, c'est ça le plus fort, pensa notre héros. Il l'admit. Yamato semblait si loin. La vision de Soda commença alors à se brouiller. Puis Soda perdit connaissance, mais Yamato le rattrapa. Il remarqua alors que la présence du boss ogre avait disparu avant que Punishment ne soit lancé. La tâche de Soda était de lui donner du temps, mais il n'arrive pas à croire qu'il a vaincu le boss seul. Ce Soda, il est vraiment intéressant. De nouveau s'approche de Yamato, le taquinant pour son côté flamboyant. Ce sont Kakaruz et Momi, le capitaine de la première escouade et Karin Soraji, la vice-capitaine de la première escouade. Kakaru plaisante que Yamato pourrait recevoir une plainte de l'association pour avoir projeté son aura dans la ville. Yamato riposte avec une taquinerie. Pour lui, parler avec aisance, c'était le boulot de Kakaru. Le chef était ravi. Il a pu faire un show flamboyant et repérer un nouveau membre prometteur. Kakaru demande son nom, Soda Suzuki. Yamato le confie à la première escouade pour qu'il s'en occupe bien. Ce que Yamato ne sait pas, c'est que Kakaru prévoyait déjà de recruter Soda. Il se souvint de la mère de Soda, assise sur son lit, tenant un livre. Elle souriait en le regardant. C'était une photo de la famille de Soda avec Kakaru. Élever Soda semblait être une responsabilité qu'il avait toujours dû assumer. Au terrain d'entraînement du Heavenly Wolf, les joueurs s'entraînent avec leurs coéquipiers. Tuma et Soda étaient associés. Le type était à 100% sérieux, transformant son corps en acier. Il taquina Soda et lui demanda de faire le premier mouvement. Notre héros hocha la tête, puis avança, rappelant à Soda que les ennemis n'attendent pas. Tuma lança un coup de poing et Soda ne réagit pas à temps, recevant le coup directement à la tête. Tuma le réprimanda. Le finisseur de Soda était trop évident. Notre héros soutint que ça avait marché avant. Les grands mouvements frappent fort, mais laissent vulnérable. Tuma lui dit qu'il a besoin de temps de préparation pour les réussir. Après tout, Soda ne pouvait même pas bouger pendant des jours. Tout le monde s'inquiétait pour lui, probablement à cause du Soulroar. Il avait clairement besoin de plus de temps et de pratique. Puis quelqu'un intervint, leur disant de prendre l'entraînement plus au sérieux. Notre héros demanda innocemment qui elle était. C'était Karen Soraji, vice-capitaine de la première escouade. Offensée, elle lui demanda d'arrêter d'être impolie. Elle était vice-capitaine, bon sang, et lui n'était qu'un membre ordinaire de l'escouade. Presque tout de suite, Tuma et Karen se mirent à se chamailler comme des gamins. Soda fut surpris. Si jeune et déjà vice-capitaine, elle était incroyable, admit notre héros. Pendant que Tuma mettait son t-shirt, Karen se tourna vers notre héros. Soda la salua et dit qu'il avait été affecté à la première escouade. Karen savait déjà qui il était, le chanceux qui avait battu le boss par accident. Elle savait aussi que ses parents étaient des conquérants célèbres. Elle insinua franchement qu'il était dans l'escouade grâce à la faveur du capitaine. D'autres membres l'entendirent, ce qui la rendit curieuse. Pourquoi le capitaine choisirait-il quelqu'un comme lui? Tuma allait rétorquer, mais Soda l'arrêta. Elle n'avait pas tort, admit-il. Pourtant, Soda pensait que le capitaine voyait du potentiel en lui. Ce n'était peut-être pas suffisant pour l'instant, mais c'était là. Toujours poli, il demanda à la vice-capitaine de le guider correctement. Cela prit Karen au dépourvu, elle s'attendait à de la colère, pas du respect. À cause de son attitude, elle accepta de l'entraîner. Sans avertir, Karen ordonna un changement de lieu. En un instant, l'endroit se transforma en un champ ensoleillé et herbeux. On aurait dit qu'ils étaient soudainement à l'extérieur. Elle avertit Soda que son entraînement utilisait de vraies compétences. Si jamais il devenait nerveux, elle pourrait retenir ses coups. Notre héros acquiesça. Oui, elle devrait faire ça, mais cela l'irrita encore plus. Misérable petit, elle ne voulait pas lui faire de mal. Mais le voilà, déjà en train de l'agacer. Elle était sûre que Soda allait regretter cela. Karen lança son attaque, rage de Gaïa. Le sol trembla violemment. La terre s'éleva, piégeant Soda dans un dôme. Elle se moqua de lui, lui demandant ce qu'il allait faire, pleurer et s'excuser pour qu'elle le laisse sortir. Soudain, le dôme de terre explosa. Karen, stupéfaite par la contre-attaque, était maintenant en colère.
Elle attaqua à nouveau. Le sol devint des sables mouvants, et les pieds de Soda s'enfoncèrent comme si la terre l'engloutissait. Karen se précipita vers lui, point prêt à frapper. Mais Soda, plus près que jamais, enflamma ses mains et lança son propre coup de poing. Tuma Paniqua. Ils se battaient sérieusement. Quelqu'un pourrait se blesser. Il leur cria d'arrêter, disant que ça allait trop loin. Leurs coups pouvaient entrer en collision avec un impact lourd. Mais avant que leurs coups ne puissent toucher, les deux attaques furent arrêtées. Quelqu'un tenait leurs mains juste entre eux. Ils furent projetés dans les airs. La prochaine chose qu'ils sachent, les deux étaient au sol. Soda demanda ce qui venait de se passer. Le capitaine Kakaru intervint pour les arrêter, sachant qu'ils devaient se calmer. Karen, choquée, s'apprêtait à s'expliquer, tandis que Soda était confus. Qui est ce gars? Kakaru se présenta comme le capitaine. Quelle façon de le rencontrer. Il dit qu'il est heureux de rencontrer enfin Soda. Encore sous le choc, notre héros ressent la même chose. Ce n'est pas comme il s'y attendait. Kakaru les taquina, disant qu'ils avaient encore de l'énergie. Ils furent convoqués. Une porte rouge avec un anneau lumineux apparut en centre-ville. Soda, Kakaru et Karen avançaient lentement dans un quartier résidentiel calme, scrutant les numéros, les coins et les toits à la recherche d'un danger. Ils voulaient être absolument sûrs que c'était le bon endroit où la porte rouge avait été signalée. La rue avait l'air normale. Trop normale. Karen se gratta la tête en regardant les maisons. Elle admit qu'elle était terrible avec les quartiers résidentiels. Pour elle, chaque maison se ressemblait, peu importe combien de temps elle les fixait. Même toit, même fenêtre, même clôture. Elle pouvait se perdre en 5 minutes si elle était seule. Kakaru rit légèrement et dit que c'était en fait bien qu'ils soient arrivés tôt. S'ils étaient arrivés en retard, et que les ennemis avaient déjà commencé à sortir de la porte, les pertes civiles auraient été incroyables, et personne ne voulait cela sur sa conscience. Bien sûr, Karen acquiesça nerveusement. RMC demanda si le capitaine était présent lors de la précédente invasion. Le capitaine répondit par l'affirmative. En marchant, Soda mentionna le gars avec qui il avait été plus tôt, Ishijo Katora, ajoutant qu'il avait fini par rejoindre le groupe Heavenly Wolf. Leurs expressions changèrent légèrement. Le capitaine partagea que le leader de l'escouade, cette lui en avait effectivement parlé. Karen laissa échapper un soupir silencieux et murmura qu'elle avait de la peine pour lui. Être affecté à ce groupe n'était pas vraiment quelque chose à célébrer. Soda avait l'air confus. Il leur demanda directement ce qui n'allait pas avec l'escouade 7. Avant qu'aucun d'eux ne puisse répondre, Kakaru leva soudain une main. L'air devant eux changea. On aurait dit que l'espace lui-même était en train d'être ouvert, et puis la porte rouge apparut. Elle se tenait là silencieusement entre les maisons, brillait d'une lumière rouge ominous. Puis ils remarquèrent autre chose. Une autre équipe se tenait déjà devant la porte. Soda inclina la tête, ne comprenant pas vraiment pourquoi cela importait tant. Kakaru expliqua calmement qu'ils étaient là à la demande de l'association. L'autre équipe avait probablement été appelée par les résidents locaux. Cela arrive parfois lorsque les civils paniquent et contactent qu'ils peuvent atteindre en premier. Un homme mince s'avança en fumant une cigarette. FR. Il se présenta comme Masatoshi Nishina, capitaine de l'équipe Orion. Kakaru, capitaine de l'escouade Heavenly Wolf, se présenta poliment. La réaction de l'équipe Orion fut immédiate. Plusieurs membres, visiblement choqués, chuchotèrent entre eux, reconnaissant clairement le nom. FR. Tout le monde réagit, sauf Nishina, dont l'expression resta impassible. Kakaru expliqua qu'ils enquêtaient sur la porte pour l'association, mais Nishina l'interrompit sèchement en leur ordonnant de partir. Les yeux de Karen se plissèrent. FR. Elle lui rappela qu'ils avaient été convoqués par l'association. Pourquoi devraient-ils reculer? Nishina confirma ce que Kakaru soupçonnait. L'équipe Orion avait été appelée en premier par les locaux. FR. Selon les règles de l'association, l'équipe qui arrive en premier a la priorité en cas de chevauchement des missions. Pas d'exception. Kakaru hocha la tête, comprenant la règle, mais ajouta qu'abandonner après une demande directe serait humiliant. FR. Malgré tout, il garda un ton poli et demanda s'ils pouvaient entrer ensemble pour dégager la porte. Nishina se moqua, disant que les grandes équipes cherchaient trop à plaire à l'association. FR. Il accepta néanmoins, à une condition. Heavenly Wolf obéirait aux ordres de l'équipe Orion à l'intérieur. Le capitaine acquiesça. Karen regarda Kakaru, incredule. Pourquoi accepter ça? Mais Kakaru ne semblait pas du tout dérangé. FR. S'il fallait baisser la tête pour que tout se passe bien et éviter un conflit inutile, c'était un petit prix à payer. Le capitaine dit que Karen ne pouvait plus argumenter. En le regardant, FR. Son capitaine restait incroyablement calme, et cela se ressentait chez les autres. Les deux équipes passèrent bientôt la porte rouge ensemble. RMC avait un mauvais pressentiment.
Certains membres de l'équipe Orion méprisaient clairement Kakaru, trouvant son humilité faible. Fr. Nishina plaisanta en disant que, malgré son look de beau gosse, Kakaru était le capitaine d'une équipe de haut niveau. Nettoyer les catacombes avec lui serait un atout. S'il réussissait, le soutien de Heavenly Wolf les valoriserait. Fr. Dès qu'ils entrèrent dans les catacombes, tout changea. L'air devenait plus lourd. L'espace était plus sombre. Puis, ils furent entourés. Fr. Des ennemis nocturnes surgirent de toutes parts, des dizaines d'entre eux, en armure lourde et armés de grandes armes. L'équipe Orion se figea. Même Nishina semblait choqué. Son orgueil en prit un coup en voyant leur désavantage. Fr. Ses coéquipiers demandèrent des ordres, mais aucun ne vint. Il avait peur aussi. Derrière eux, Soda activa ses yeux enflammés, des flammes vacillant dans son regard alors qu'il observait les ennemis. Fr. Ce n'étaient pas les faibles sbires d'avant. Ils étaient plus forts. Soda savait que l'équipe Orion ne pouvait pas s'en sortir seule. Kakaru pensait la même chose. L'humanité comprenait à peine les catacombes. Fr. Les portes rouges étaient jugées les plus dangereuses, mais ce jugement reposait sur des connaissances limitées. Si des ennemis si puissants les attendaient à l'entrée, cette porte était totalement inconnue. Un ennemi nocturne s'approcha d'un membre de l'équipe Orion, qui se figea. Fr. La peur l'envahit. Ses jambes restèrent figées. Pour Karen, c'était presque ridicule. Ils avaient été si confiants, mais maintenant ils s'effondraient. Soda n'hésita pas et se précipita, des flammes jaillissant de son poing. Fr. Il frappa de son poing enflammé directement dans la nuit, arrêtant la lame à quelques centimètres du membre figé. Ce seul mouvement attira l'attention des ennemis environnants. Soda demanda aux membres d'Orion s'il allait bien. Karen avait l'air agacé qu'il ait fait cela. Fr. Kakaru remarqua que Soda agissait sans réfléchir. Il voulait être le conquérant le plus fort, ce qui signifiait ne jamais laisser personne mourir. Fr. Karen était muette. C'était irréaliste, comme un rêve trop grand pour une seule personne. Mais Soda ne recula pas et attaqua les chevaliers restants. Cette pensée frappa Kakaru et Karen plus fort que prévu. Fr. Le capitaine demanda à Karen quel était son objectif. Pendant que Soda se battait, esquivant et lançant des coups de poing enflammés, Karen sentit quelque chose s'éveiller en elle. Voulait-elle devenir plus forte que ses pairs? Fr. Le capitaine demanda ce qu'elle voulait vraiment. Éclipser les autres équipes? L'équipe Orion se battait aussi, essayant de tenir bon. Puis un souvenir frappa Karen, un corps sans vie. Quelqu'un qu'elle avait échoué à sauver lorsqu'elle était plus jeune. Fr. Elle se souvenait d'être là, sans pouvoir agir. C'est pourquoi elle était devenue conquérante, non pour le statut ou les éloges, mais pour ne plus jamais se sentir ainsi. La colère l'envahissait, colère contre elle-même pour avoir oublié. Fr. Quand un ennemi se glissa derrière Soda, l'âme levée, Karen réagit aussitôt. Un rocher tranchant jaillit du sol et frappa le chevalier sur le flanc avec une force écrasante, avant qu'il ne puisse réagir. Soda se tourna pour regarder. Fr. Elle serra les poings. Elle ne laisserait personne mourir. Pas encore. Elle était en colère contre elle-même, d'avoir perdu de vue qui elle était après tant d'efforts pour devenir plus forte. Kakaru sourit doucement en les voyant se battre avec du feu dans les yeux. Fr. Son équipe était enfin animée d'une détermination brûlante. Prête à affronter tout ce qui se cachait derrière la porte rouge, ils se retrouvaient complètement entourés, piégés dans un cercle serré d'ennemis nocturnes furieux. Malgré tout, Soda et Karen ne reculent pas. Fr. Karen se lança la première sans perdre une seconde. Elle frappa le sol de sa puissance et libéra la rage de Gaïa. Le sol explosa en colonnes de pierre aiguisées, comme des pics géants jaillissant d'en bas. Ensuite, ce fut le coup perçant. Fr. Les pics s'écrasèrent sur les ennemis. Un instant, on aurait cru que ça marcherait. Mais la réalité frappa. Les pics ne traversaient pas et ne ralentissaient pas vraiment les nuits. Les ennemis avançaient, franchissant les débris comme si de rien n'était. Fr. Soda ne laissa pas cela l'atteindre. Il avança, libérant rapidement son mana pour tirer un étourdissement et tenter d'arrêter leur mouvement. Puis, il déchaîna des flammes qui éclatèrent sur le champ de bataille, brûlant assez fort pour faire fondre l'acier. Fr. Il lança un Elfir à pleine puissance, engloutissant plusieurs nuits dans une vague de flammes. Mais une fois le feu dissipé, les nuits restaient debout. Leur armure était brûlée et noircie, mais pas brisée. Leur défense était plus forte que prévu. Fr. C'est alors que Soda et Karen réalisèrent que le Elfir peut abattre un ennemi, mais pas avec autant qui arrive en même temps. S'il utilise trop de mana, il sera à court avant la victoire. Fr. Alors que les nuits avancent, Soda plie. Fr. Il bouge à peine,
mais sa présence écrase l'air autour de lui. Il est clairement différent. Karen le voit et sait tout de suite ce que c'est, le boss. Il se distingue dès qu'on le remarque. FR. Karen dit à Soda de tout concentrer sur ce seul objectif. Pas de retenue. S'ils peuvent abattre le boss, le reste s'effondrera peut-être ou perdra sa coordination. Ils commencent à rassembler leur puissance pour une grande attaque. FR. Blaze. Ils rassemblent autant de mana que possible, le compressent, pariant tout sur un coup précis. Juste avant de frapper, le boss lève lentement son épée. En même temps, plusieurs soldats se précipitent devant lui, formant un mur de boucliers parfaitement synchronisé. FR. Les attaques combinées de Soda et Karen frappent la ligne de bouclier. L'explosion est forte, mais le boss derrière eux ne subit aucune égratignure. Il pointe son épée en avant, un signal clair. Les soldats réagissent et chargent ensemble en parfaite synchronisation. FR. C'est alors que ça fait tilt. Ces ennemis ne sont pas de simples monstres sauvages. Ils sont organisés, obéissent aux ordres et avancent en un seul bloc. Ce n'est pas une meute, mais une armée. Sur le côté, Nishina est accroupi, figé, regardant tout s'effondrer. Il murmure pour lui-même, se demandant pourquoi l'équipe de Kakaru continue de se battre au lieu de fuir tant qu'ils en ont encore la chance. Il ne remarque pas Kakaru, juste derrière lui, qui dit calmement qu'ils se battent parce qu'ils savent ce qui se passe s'ils fuient. Deux coéquipiers de Nishina lui crient de reculer, la panique sur le visage. Ils lui demandent d'appeler des renforts et de laisser cela à Heavenly Wolf. Nishina reste silencieux un moment, puis secoue la tête. Non. S'il fuit, que se passera-t-il ensuite? Si cette armée passe, ce ne seront pas que des gens aléatoires qui mourront. Ce sera leur ville, leur maison et leur famille. Cette pensée réveille quelque chose en lui. Il se redresse et crie qu'ils n'ont pas besoin de tout gagner ici. Ils doivent juste survivre et protéger cet endroit. C'est suffisant. L'équipe Orion se met en mouvement sans hésitation, se précipitant entre l'armée ennemie et Heavenly Wolf. Ils luttent aux côtés de Soda et Karine, affrontant les chevaliers. Les épées s'entrechoquent contre l'armure, des étincelles jaillissent. Les pouvoirs explosent, secouant le sol et remplissant l'air de chaleur et d'ondes de choc. Kakaru observe au loin, mais ce n'est pas suffisant. Les chevaliers sont trop forts et trop nombreux, et le boss reste intact à l'arrière. Puis Karine le ressent, l'air change. Kakaru prépare quelque chose de grand. Le sol tremble sous leurs pieds. Une pression intense envahit le champ de bataille lorsque Kakaru libère son aura. C'est écrasant, impossible à ignorer. Même sans le voir, Karine sent son corps réagir, comme si quelque chose l'attirait en synchronisation. Leurs pouvoirs s'alignent naturellement. Le sol sous eux s'élève alors que Kakaru utilise leurs capacités combinées pour soulever tout le monde en même temps. L'équipe Orion et Heavenly Wolf sont tirés vers le haut, se tenant sur une immense plateforme créée par le pouvoir de Karine. Soda demande à Karine ce qui se passe. Elle explique que le capitaine a utilisé son pouvoir pour les déplacer. Une main géante d'aura apparaît dans les airs, prenant forme. Enorme, meurtrière. Les chevaliers sont surpris. La main massive se précipite en avant dans un coup brutal. L'onde de choc envoie l'armée nocturne voler dans toutes les directions. Des corps se dispersent sur le champ de bataille, incapables de résister. Karine savait que l'attaque toucherait plusieurs cibles, écrasant tout sur son passage et ouvrant une ligne droite vers le boss. Le coup géant avance, déployant tout son poids. Ce seul coup écrase, assez lourd pour anéantir une armée et rivaliser avec le grand capitaine. Les deux sont choqués. C'est la puissance de leur capitaine. Ce coup lourd a directement frappé le boss. L'impact résonna dans la catacombe, assez fort pour faire vibrer les oreilles de tous, mais cette attaque a épuisé Kakaru. La sueur coulait sur son visage et ses épaules montaient et descendaient alors qu'il tentait de reprendre son souffle. Un instant, son esprit retourna à ses jours d'entraînement. Il se souvenait d'avoir utilisé la même compétence contre un mur solide. À l'époque, la fissure était plus petite, rugueuse et inégale. Rien à voir avec ce qu'il venait de faire. Son mentor avait regardé les dégâts, puis lui, visiblement impressionné. Il l'avait félicité pour avoir éveillé sa compétence. Bien que Kakaru fût épuisé ce jour-là, il se moquait de la douleur, heureux de voir la fierté sur le visage de son mentor, heureux que quelqu'un croie en lui. Son mentor, le père de Soda, lui a mis une main sur l'épaule en lui disant qu'il avait bien fait, comme un père fier de son fils. Des applaudissements l'ont alors tiré de ce souvenir. Son équipe l'acclamait bruyamment. Soda n'en revenait pas. Cette compétence était incroyable, presque capable d'anéantir toute l'armée d'un coup. Kakaru haussait les épaules, comme si ce n'était rien. Il a dit que
Il a même dit qu'en comparaison avec les capacités de Karen ou les techniques de M. Keshiro, sa compétence manquait de flexibilité et pouvait être gênante. Cela a fait réfléchir Soda. Pourquoi son capitaine parlait-il de son père si calmement? Il a demandé s'il le connaissait. Avant que Kakaru puisse expliquer, Nishina et son équipe s'inclinèrent profondément, s'excusant de ne pas avoir réalisé qui il était vraiment. Le capitaine Amami Kakaru était en fait l'un des chevaliers de la table ronde, surnommé le point de destruction. Kakaru a balayé cela d'un geste, comme si le titre n'avait pas d'importance. Soda, encore plus curieux, a demandé ce que c'étaient vraiment les chevaliers de la table ronde. Karen a dit que peu de gens le savaient. Elle a expliqué que les chevaliers de la table ronde étaient la première équipe officielle au Japon, servant de modèle pour le système d'équipe actuel. De nombreux membres sont devenus des cadres pour transmettre leur savoir à la prochaine génération. Kakaru a ajouté qu'il y avait des exceptions. Certains, comme lui, ont rejoint de nouvelles équipes à la place. D'autres, comme le père de Soda, ont choisi de travailler comme mercenaires. Cela a encore plus choqué Soda. Son père et son capitaine étaient dans la même équipe. Kakaru a souri et a dit que c'était encore plus profond que ça. Le père de Soda avait été son mentor, celui qui l'a aidé à devenir joueur et lui a donné une chance. Pendant ce temps, dans le bureau du président Ryunosuke Bandou, l'atmosphère était tendue. Bandou était assis derrière son bureau, une cigarette entre les doigts, la fumée s'élevant lentement dans l'air. En face de lui, Yusei et Yamato discutaient de Soda, puisque le président savait déjà que le fils de Kishiro avait rejoint l'équipe de Kakaru. Soudain, Bandou écrasa sa cigarette dans le cendrier. Son humeur changea. Il annonça qu'il fermerait les yeux sur les actions illégales des garçons, y compris leur entrée dans les catacombes sans autorisation. Yusei le remercia et promit de s'occuper de Soda, tandis que Yamato sirotait son jus. Le président s'est emporté. Quelle attitude! Il a aboyé sur le chef. Yamato, sans choix, l'a remercié sarcastiquement. Yusei s'est excusé auprès du président et a promis qu'il et Kakaru régleraient ça plus tard. Yamato a ensuite ajouté tranquillement que puisque le père de Soda avait été leur ancien camarade, l'aider était tout naturel. Le président ne devrait pas agir comme si Soda lui devait quelque chose. Cela a fait exploser Bandou. Il a rappelé à Yamato qu'il était toujours président de l'association et ne pouvait pas décider selon ses sentiments. Puis, son expression a changé. Il a remarqué quelque chose chez Yamato, sa posture, sa façon de parler. Yamato devenait lentement comme lui. Le président a expliqué que le loup céleste gagnait en influence par la force, rendant le comportement imprudent dangereux. Yamato devait comprendre sa position, car certains le ressentaient déjà. Yamato a admis qu'il pouvait être arrogant et autoritaire. Mais il a dit qu'il n'oubliait jamais la responsabilité qui accompagnait le pouvoir. Son ton est devenu sérieux. Il a dit qu'il se demandait chaque jour s'il faisait la bonne chose. Puis son aura s'est intensifiée. Une électricité bleue a envahi le bureau. Il a dit qu'il n'avait pas de temps pour les idiots qui ne réfléchissaient pas ou ne faisaient pas d'efforts. Les plaintes des gens à l'arrière, les bras croisés, l'indifférent. Son énergie a atteint la cigarette du président, qui s'est allumée aussitôt. Si quelqu'un avait un problème, il pouvait le dire en face. Yamato a ajouté en prenant une lente bouffée que la fumée lui rappelait ce qu'il avait dit à Kakaru lors de leur première rencontre. Yamato a haussé les épaules, disant qu'ils avaient grandi dans le même établissement, donc ils penseraient de la même façon. Bandou se remémorait le passé, se rappelant avoir frappé un jeune Kakaru en criant que ce n'était pas un endroit pour les enfants. Le coup a mis Kakaru à genoux. Bandou continuait à crier, comme un père strict essayant de faire entendre raison à un fils têtu. Mais Kakaru avait répliqué sans hésitation. Il a dit qu'il deviendrait joueur quoi qu'il arrive, alors Bandou devrait arrêter de se plaindre et juste l'emmener. Avant que cela n'escalade davantage, Keshiro s'est interposé entre eux. Il a pris le parti de Kakaru, disant que le gamin était sérieux. Il a tendu la main pour aider Kakaru à se relever et à demander son nom. Kakaru était surpris. Cet homme se sentait complètement différent de Bandou. Son aura était calme, légère et rassurante. Kakaru a pris sa main. Ce moment a tout changé. De retour dans les catacombes, Kakaru a expliqué qu'il, Yamato, Yusei et Thomas avaient tous grandi dans le même orphelinat. L'endroit manquait toujours d'argent, donc en tant que plus âgé, il se sentait responsable. Il pensait devoir agir pour aider, et la personne qui lui avait tendu la main alors était le père de Soda. Cela fit sourire Soda, car il sentait un lien avec le capitaine à travers son père. Il allait demander plus d'histoire. Quand une lumière blanche brillante est soudainement apparue, tout le monde s'est figé. Une porte a commencé à se former devant eux, dans les catacombes.
Une porte, à l'intérieur d'une autre porte. Était-ce possible? Ce n'était pas censé arriver. Aucun d'eux ne comprenait tout de suite. Karen et Soda restaient là, stupéfaits. Soda a vite regardé son capitaine, espérant qu'il dirait quelque chose pour éclaircir la situation. Mais Kakaru fixait déjà la porte en silence. Son expression était devenue sérieuse, presque distante. Son regard montrait que ce n'était pas nouveau pour lui. Un souvenir lui revint. La première fois qu'il avait vu une porte apparaître dans une catacombe à côté de Keshiro. Aucun d'eux ne savait ce qui les attendait de l'autre côté. Ils ne savaient pas si la reine était là ou quelque chose de pire, mais ils avaient tous deux convenu d'aller voir. Pas d'hésitation. Les choses ont mal tourné rapidement. L'image suivante claire dans la mémoire de Kakaru était Keshiro allongé sur le sol, couvert de sang, respirant mais à peine. Cette scène s'était gravée dans son esprit. La vue de son ami si gravement blessé et essayant encore de se lever. La voix inquiète de Karen l'a ramené au présent, mais Kakaru avait déjà pris sa décision. Il a dit qu'il enquêterait sur la porte seule, et Karen et Soda devaient appeler des renforts immédiatement. Tous deux le regardaient, choqués. Leur capitaine était celui qui demandait des renforts. Cela montrait à quel point la situation était sérieuse. Kakaru a expliqué calmement, mais fermement, que cette situation n'était pas normale. Parce qu'elle était inhabituelle, ils ne pouvaient pas la traiter comme une mission standard. Ils avaient besoin de soutien rapidement. Karen s'est interposée devant lui, bloquant son chemin. Sa voix tremblait, mais ses yeux restaient fermes. Elle lui a rappelé qu'elle était la vice-capitaine de la première équipe et ne pouvait pas fuir. Les 6 étaient devant la porte. Karen a dit qu'elle n'était plus une enfant et qu'elle voulait se battre à ses côtés, pas rester à l'écart. Kakaru a regardé Soda, qui, avalant sa peur, a exprimé son envie d'y aller aussi. Kakaru a immédiatement durci son expression et a refusé. Il ne voulait pas que Soda vive le même cauchemar que lui. Soda ne comprenait pas. C'est alors que Nishina et son équipe ont fait un pas en avant. Nishina a proposé que son équipe appelle des renforts. Il a admis honnêtement qu'il n'était pas assez fort pour être utile à l'intérieur d'une porte étrange comme celle-ci. Il ne ferait que les ralentir. Quant à ces deux-là, ils étaient indéniablement forts. Il a aussi dit que protéger ses subordonnés était important, mais leur faire confiance l'était tout autant pour qu'ils grandissent. Kakaru y a réfléchi un instant, puis a acquiescé. Il a dit à l'équipe de Nishina de contacter l'association et de demander des renforts immédiats. Les deux acolytes ont ressenti un soulagement en entendant cela. Ils restaient. Avant de partir, Nishina a remercié Soda pour avoir sauvé son coéquipier. Notre MC a rougi, pas habitué à recevoir de la gratitude. Ils se sont brièvement serré la main, un signe de respect. Les 3 autres ont observé l'équipe Orion quitter la catacombe. Notre MC a fait un signe d'au revoir, puis une voix l'a appelé. La boule de feu est réapparue à côté de Soda, flottant à ses côtés comme d'habitude. Cela l'a surpris, même s'il aurait dû s'y habituer maintenant. Elle lui a dit que ce qui allait se passer changerait tout, un tournant, quelque chose qui pourrait complètement altérer leur destin, mais sa voix semblait déformée, comme une mauvaise connexion. La plupart des mots étaient brisés et flous. Pourtant, un message était clair. Il devait y aller seul. Soda a repris ses esprits lorsque Karen et Kakaru ont appelé son nom. Il a secoué la tête et s'est forcé à se concentrer. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, ils allaient l'affronter. Notre MC s'est immédiatement excusé et a dit qu'il venait. Il s'est tourné vers la boule de feu et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il n'était pas seul. Il avait des alliés forts et fiables avec lui. Soda a couru vers la porte, entendant un avertissement. Peu importe la vérité qu'il découvrirait, il ne pouvait se permettre d'erreur. Pendant ce temps, Nisha et son équipe ont réussi à sortir de la porte extérieure. Ils ont commencé à discuter de la façon de contacter l'association pour des renforts, mais n'ont pas fini leur phrase. Des coupures invisibles ont traversé leur corps sans bruit, laissant de profondes blessures sur leur peau. Le sang a coulé au sol alors qu'ils s'effondraient. Nishina est resté figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. C'était trop rapide. Un homme se tenait derrière eux, leur ordonnant de s'éloigner de la porte. Son aura semblait étrange. Lourd, tordu, sombre d'une façon inhumaine. La colère envainecina. Il a exigé de savoir qui cet homme se croyait. Le salaud l'a provoqué, disant que ça n'importait pas à quelqu'un comme lui, juste un engrais. Cela a mis en colère Nishina. Il a activé son pouvoir d'alter ego sans hésiter, prêt à se battre. Mais au fond, il savait que cet ennemi était d'un autre niveau. Une compétence
Nishina n'a jamais eu sa chance. Des lames invisibles l'ont tranché avant qu'il ne puisse frapper. La douleur a explosé dans son corps, et le sang a jailli comme celui de ses coéquipiers. L'homme était immobile, et c'était ça, la partie terrifiante. Nishina était à genoux, fixant la silhouette devant lui. Monstre. C'était le seul mot qui convenait. L'homme poussait lentement les corps blessés vers l'entrée de la catacombe, comme s'il remettait des objets à leur place, comme des offrandes. Nishina ne pouvait que regarder, impuissant et plein de regrets. Il avait échoué à protéger son équipe. L'ennemi a dit avec désinvolture qu'il ferait un excellent engrais. Leurs corps ensanglantés gisaient immobiles sur le sol, tandis que l'homme s'éloignait sans se retourner. Dès qu'ils ont franchi la porte, un silence étrange les a accueillis. Ce n'était pas simplement calme, c'était lourd. Aucun ennemi en vue, pas de mouvement, juste le bruit de leurs pas. Karen l'a tout de suite remarqué. C'était trop silencieux. Le capitaine a acquiescé, mais il ne pouvait pas baisser leur garde. Il a proposé d'explorer la zone, vérifiant chaque recoin. Avant de partir, il leur a dit de rester vigilants. Karen, elle, ne pouvait pas se défaire de son malaise. L'endroit lui donnait de mauvaises vibrations, comme si quelque chose les observait. Elle a appelé Soda, distrait encore. Il a admis qu'il n'était pas totalement concentré. Karen a froncé les sourcils. Il n'y avait rien autour d'eux. Qu'est-ce qui pouvait bien le distraire? Soda a hésité une seconde. En fait, il y avait quelque chose. Tout ce temps, il avait discrètement utilisé ses yeux enflammés. Et ce qu'il voyait n'était pas un espace vide. Des âmes. Il y avait d'innombrables âmes errant autour d'eux dans les catacombes. Quand il a dit cela à voix haute, Karen s'est figée. Cet endroit avait été rempli de fantômes tout ce temps. Soda n'était pas sûr si les âmes et les fantômes étaient techniquement la même chose. Mais assez proche, Karen a demandé s'il avait déjà vu quelque chose comme ça auparavant. Soda a hoché la tête. Il avait déjà vu des âmes. Autour de l'école, dans d'autres endroits, même l'autre jour. Mais pas comme ça. Il n'y en avait pas tant que ça. D'habitude, les âmes qu'il voyait avaient l'air humaines, comme des gens ordinaires, juste transparents, comme son père. Mais cette fois, il y en avait tellement que c'était écrasant. Soda se demandait si ça voulait dire quelque chose. Puis il a remarqué une âme qui les regardait directement. Sans réfléchir, Soda l'a salué. Karen a été prise au dépourvu. Elle pensait qu'il lui parlait. Notre MC a précisé qu'il parlait à une âme. L'âme avait l'air choquée. Un humain pouvait le voir. L'âme s'est excusée d'avoir eu peur et s'est présentée comme Utsuji. En parlant plus calmement, sa forme floue est devenue plus nette, révélant un visage et un corps humains. Utsuji a expliqué qu'il les avait suivis après avoir entendu Soda se disputer avec son capitaine. Soda a essayé de se souvenir. Ah, le moment où le capitaine voulait les protéger. Un souvenir est revenu, le capitaine Kakaru leur demandant d'appeler des renforts pendant qu'il gérait tout seul. Utsuji a dit que ça lui était arrivé aussi. Quand lui et son équipe exploraient les catacombes, ils ont rencontré un danger. Ses coéquipiers lui ont dit de partir chercher du renfort. Ils se sont séparés. Il est parti seul, mais le renfort n'est pas arrivé à temps et son coéquipier n'a pas survécu. Même s'il aurait pu les ralentir, il aurait préféré rester. Rien que d'y penser le faisait craquer. Il regrettait de les avoir laissés plus que tout. S'il avait été plus courageux comme Soda, peut-être que les choses auraient été différentes. Pendant qu'Utsuji parlait, Soda répétait tout à Karen pour qu'elle comprenne. L'expression de Karen s'est adoucie. Elle a demandé doucement s'il pouvait l'aider. Soda, surpris, a écouté Karen expliquer qu'il pourrait l'aider à passer de l'autre côté et à se reposer. Soda n'a pas pu s'empêcher de sourire. Même si Utsuji n'était qu'une âme, Karen ne voulait pas le laisser coincé ici. Soda a demandé à Utsuji quel était son plus grand regret. Utsuji a répondu qu'il regrettait beaucoup de choses, mais s'il devait en choisir une, c'était que les gens n'aient pas vu son talent en action. Il voulait l'utiliser dans un vrai combat au moins une fois. Il voulait que cela ait de l'importance. Soda a demandé le nom de la compétence. Island, a répondu Utsuji. Soda a expliqué à Karen que cette compétence permettait de partager ce qu'on voyait. Karen a trouvé cela plus utile pour le repérage ou le travail d'équipe que pour le combat direct. Puis elle a remarqué que Soda parlait encore à voix haute et lui a demandé d'arrêter, car c'était déroutant. Soda s'est excusé, disant qu'il pensait à la génialité de la compétence. Karen et Utsuji étaient surpris. Génial, vraiment? Soda a souri et était sur le point d'expliquer pourquoi, mais la scène change. Plus profondément à l'intérieur, le capitaine Kakaru se tenait devant une immense porte. Il serrait les poings. Elle ressemblait exactement à FR, et cela ne signifiait qu'une chose. Un énorme ennemi nocturne est soudainement apparu derrière lui, mais Kakaru n'a pas paniqué. Il savait déjà qu'il y aurait un gardien. Celui-ci a frappé avec une force massive.
Kakaru a bloqué l'attaque. FR. Ce qui l'a choqué, c'est que l'ennemi n'a même pas bougé. Il l'a repoussé pour créer de la distance et a immédiatement activé sa compétence, tueur de géants. Une forte aura bleue a explosé autour de lui alors qu'il lançait le coup de reine. FR. Une immense aura bleue en forme de main s'est abattue sur l'ennemi, mais la créature n'a presque pas bougé. L'attaque semblait sans effet. Kakaru a froncé les sourcils. Celui-ci était clairement plus résistant que les ennemis blindés précédents. FR. Il a lancé d'autres attaques sous différents angles, mais rien n'a marché. Au fond, il savait que seule la poigne conquérante pouvait mettre fin à cela. Mais cette compétence demandait du temps pour se charger, et il n'en avait pas. Juste à ce moment-là, quelqu'un a appelé son nom. FR. Karen et Sota sont apparus à ses côtés, sérieux et prêts à se battre. Sota a dit au capitaine qu'ils allaient prendre le relais, mais Kakaru a immédiatement refusé. Cet ennemi était d'un autre niveau. FR. Il leur a ordonné de le soutenir et de lui donner du temps. Mais Sota n'a pas reculé. Il a assuré à Kakaru que tout irait bien. Il a dit de le laisser à lui et à Karen. Tous deux ont fait face aux géants ensemble. Ils semblaient clairement plus forts que les autres. FR, mais ils n'avaient pas peur. Ils allaient prouver qu'ils pouvaient le gérer et le vaincre en 1 minute. Le capitaine Kakaru, lui, n'était pas convaincu et a dit que c'était impossible. Cet ennemi était plus fort que le dernier boss. FR. Plutôt, ils avaient besoin de Kakaru pour achever les ennemis. Comment pouvaient-ils vaincre celui-ci, clairement plus fort? L'ennemi leva son épée et ajusta sa posture, prêt à frapper. Sota parla seriosman. FR. Il a dit qu'il savait que Kakaru était toujours celui qui prenait les devants et se mettait en danger pour eux. Mais s'il continuait à se cacher derrière lui, il ne deviendrait jamais plus fort. Sa voix était calme, mais ferme, et son aura semblait différent. FR. Plus stable, plus mature. Comme s'il était enfin prêt à se battre sérieusement. Il avait toujours voulu être plus fort. C'était son but depuis le début. Kakaru s'est figé un instant. Ce sentiment. FR. C'était familier. Un souvenir lui est revenu. Lui, se disputant avec son mentor, disant qu'il voulait être plus fort et qu'il détestait être protégé. Karine a alors avoué, un peu à contre-cœur, qu'elle était d'accord avec Sota. Ils avaient une raison de vouloir se battre eux-mêmes. FR. Ils devaient prouver quelque chose, pas seulement à leur capitaine, mais à eux-mêmes. Alors, ils ont supplié Kakaru de les laisser faire. Cela l'a encore plus surpris. Après un moment, il a cédé. FR. Il a dit d'accord. Mais si les choses devenaient dangereuses, avant qu'ils puissent finir, ils l'ont interrompu et l'ont remercié tout de suite. Kakaru est resté là, confus et légèrement submergé par ce qu'il ressentait. FR. Karen a appelé Sota à avancer et il s'est élancé, des flammes autour de lui. En les voyant, Kakaru a souri comme un grand frère fier, mais son sourire s'est estompé. Il était heureux de voir Sota grandir ainsi. FR. Mais il avait l'impression de ne pas avoir le droit de ressentir cela. La joie de voir un soleil s'épanouir, une leçon de son mentor, Keshiro. Sur le champ de bataille, l'air était lourd, comme si tout attendait le prochain mouvement. FR. Karen a lentement abaissé sa main vers le sol et a pressé sa paume contre la surface rugueuse. Une douce lueur rose s'est répandue sous ses doigts, rampant sur le champ de bataille comme des fissures de lumière. FR. Le sol a tremblé et d'énormes rochers ont commencé à se lever un par un, forçant leur chemin hors de la terre comme si le sol lui-même répondait à son appel. Sota n'a pas hésité. Au moment où les rochers se formaient, il s'est élancé et a sauté sur le premier. FR. Il se déplaçait rapidement, utilisant chaque rocher flottant comme un tremplin, se propulsant pour gagner en hauteur et en vitesse. Derrière le chevalier, le sol a de nouveau bougé. Une immense main de pierre s'est formée, ses doigts se serrant en poing avant de frapper avec force. FR. Elle s'est écrasée dans le dos de l'ennemi, l'impact résonnant dans le champ. Le chevalier a été projeté en avant, déséquilibré, se dirigeant vers Sota. Des flammes enveloppaient son bras alors qu'il ramenait son poing. Le feu brillait plus intensément. FR. Lorsque l'ennemi fut à portée, Sota frappa de son poing enflammé avec toute sa force. L'impact écrasa l'ennemi au sol, fissurant le sol en pierre. Kekaru les observait. Leur travail d'équipe était fluide et bien synchronisé. FR. Ils ne se heurtaient ni n'hésitaient, mais ils sentaient qu'il manquait quelque chose. Leurs attaques étaient puissantes, mais pas encore suffisantes pour mettre fin au combat. L'ennemi se releva lentement du cratère, son armure brûlée et légèrement endommagée, mais toujours debout. FR. Karen a réagi rapidement. Elle a frappé à nouveau le FR. Sota, a-t-elle appelé fermement, le monstre a levé les yeux. En un instant,
Sota est réapparu devant l'ennemi, des flammes tourbillonnant autour de lui. En même temps, Karen a formé d'énormes points de pierre derrière le dos de l'ennemi. FR, ils ont attaqué ensemble et l'ennemi n'a pu que subir l'impact. Sota a maintenu la pression de l'avant, lançant de lourds coups de poing enflammés qui laissaient des marques de brûlure sur l'armure. FR, pendant que le point de pierre de Karen s'écrasait dans son dos, l'ennemi a rugi et a forcé ses jambes à se libérer, brisant le piège de pierre autour de ses pieds. Des fragments de roche se sont éparpillés partout alors qu'il reprenait son équilibre. FR, sans perdre une seconde, il a levé son épée et l'a swingée dans un large arc mortel vers Sota. Avant que la lame ne l'atteigne, un mur de pierre s'est élevé entre eux. Karen avait réagi à la dernière seconde, formant un bouclier pour bloquer le coup. FR, Sota a sauté en arrière, haletant mais concentré. Kakaru observe. Leur timing était presque parfait. Ils ne paniquaient pas, réfléchissant en se déplaçant. Sota a compris que cet ennemi utilisait la même attaque de base que ceux qu'ils avaient affrontés plus tôt. FR, même en attaquant, les yeux de Sota brillaient. À travers ses flammes, il observait l'ennemi, notant le motif de ses mouvements, comment il déplaçait son poids avant de frapper et comment son armure absorbait l'impact. Puis il l'a vu. FR, au cœur de l'armure, caché sous des couches de défense, se trouvait un petit point faible brillant près de sa poitrine, là où serait un cœur. FR, mais au moment où il se concentrait, le point faible a légèrement bougé. Ce n'était pas fixe. Il était en mouvement. Nous d'abunds visé précisément, murmura Sota. FR, soudain, une aiguille de pierre a jailli du sol derrière l'ennemi et a transpercé son épaule. La force a arraché son bras, le faisant s'écraser au sol avec un bruit métallique. Kakaru a dit que c'était Sota qui avait repéré le point faible. FR, elle se tenait à quelques mètres, une main sur la pierre. Elle semblait calme, presque détendue, comme si elle ne se forçait pas. Grâce à l'œil Islande d'Utsuji, elle voyait ce que Sota voyait. Le point faible n'était plus invisible pour elle. FR, Sota est resté immobile un instant, entouré de flammes, attendant le bon signal. Kakaru a agi en premier, touchant le sol. Le sable du champ de bataille s'est élevé. Elle a prétendu n'être qu'une modeste demoiselle. FR, le projecteur, bien sûr, elle le laisserait au héros. Le sable a entouré l'ennemi, obstruant sa vue et déséquilibrant sa posture. L'ennemi nocturne a frappé à l'aveugle, incapable de voir à travers le nuage de poussière. Dans le chaos, Sota s'était lancé. FR, ses flammes se sont intensifiées, s'enroulant autour de lui comme une armure. Quand il fut assez proche, il poussa un puissant cri, rugissement d'esprit, et frappa de son poing enflammé, transperçant le point faible de sa poitrine. Un instant, tout devint silencieux. Puis, des flammes jaillirent de l'intérieur de l'armure. Des fissures se répandirent sur son corps, alors que le feu la consumait de l'intérieur. La nuit chancela, incapable de se maintenir. Le sable se déposa lentement, alors que l'ennemi s'effondrait au sol. Brule, Detroit. Le combat avait duré à peine 1 minute, mais cela semblait bien plus long. Utsuji, sur le côté, regardait, incrédule. Sota se tourna vers lui, haletant mais souriant fièrement. « Tu l'as fait, dit-il. » Puis il tendit son poing pour un coup de poing. Sans son pouvoir, il n'aurait pas réussi. Les yeux d'Utsuji s'humidifièrent légèrement alors qu'il s'avançait pour frapper le poing de Sota. Pour la première fois, son pouvoir avait eu un impact réel en combat. Un écran bleu apparut soudain devant eux, brillant doucement. Le regret d'Utsuji Nozomi est résolu. Condition remplie, le pouvoir doit être utilisé en combat. Une nouvelle ligne apparaît, pouvoir hérité. Il. Effet, partage de vision avec d'autres. Utsuji laissa échapper un petit rire, semblant plus léger qu'avant. Il remercia d'abord Sota, disant qu'il n'aurait pas pu résoudre son regret sans lui. Puis il se tourna vers le capitaine Kakaru et Karine pour les remercier aussi. Dès que le pouvoir s'activa, quelque chose changea. Il pouvait le voir maintenant. Pas seulement le sentir, mais vraiment le voir là. Kakaru cligna des yeux, surpris. Karine fixa un instant avant de lâcher un « oh ». Honnêtement, Karine avoua qu'en entendant parler d'Islande, elle pensait que ce serait difficile à utiliser en vrai combat. Sur le papier, ça semblait utile, mais en pratique, c'était délicat. Mais Utsuji l'avait guidé tout le temps. Il expliquait clairement, calmement. Grâce à ça, elle avait pu se battre correctement. Elle lui dit qu'elle lui était vraiment reconnaissante. Atsuji surit dousement. Il était juste content de les voir une dernière fois comme ça. Notre héros était aussi heureux. Mais son expression devint sérieuse.
Il les avertit qu'il avait un mauvais pressentiment depuis qu'il avait franchi cette porte. Cela les troubla. Quel mauvais pressentiment! De quelle porte parlait-il? Utsuji continua, disant qu'il avait l'impression de se perdre. Comme s'il restait ici trop longtemps, il finirait comme les autres âmes errantes. Ces âmes n'étaient pas comme lui. Elles semblaient vides, sans vie, comme si quelque chose en elles était déjà parti. Avant de disparaître, il leur dit de faire attention. Puis, sans effet dramatique, son âme s'évanouit. Les trois restèrent là, silencieux. Que signifie vraiment se perdre? Se demanda Sota à voix haute. Est-ce pour ça que la boule de feu ne les avait pas suivis plus tôt? Cela pouvait-il être lié? Karine soupira et dit qu'honnêtement, Utsuji n'avait pas besoin de leur laisser un avertissement aussi sinistre à la fin. Elle regarda Sota attentivement et lui demanda s'il comptait faire demi-tour. Sota répondit immédiatement qu'il n'en était pas question. Ils rirent un peu. Ils plaisantaient. En grande partie. Puis Karine appela le capitaine Kakaru et dit qu'il devait avancer. Pas de raison de traîner. Les catacombes ne s'exploreront pas toutes seules. Juste devant eux se tenait une grande porte dorée. Kakaru avança sans hésitation et posa les deux mains dessus. Les lourdes portes grinçaient fort alors qu'il les poussait. La pièce au-delà était immense. Presque tout à l'intérieur brillait d'or. Les murs, le sol. Même les hautes colonnes sur les côtés. Des torchers brûlaient le long des murs. Leurs flammes se reflétant sur les surfaces brillantes, éclairant l'endroit comme un étrange palais souterrain. Avant que Sota ou Karine ne puissent dire quoi que ce soit, Kakaru murmura que cet endroit lui semblait familier, comme s'il l'avait déjà vu. Puis Karine pointa soudain devant elle et cria de regarder. Le capitaine commença à transpirer. Au centre de la pièce se trouvait quelque chose d'énorme. Un œuf. Il était massif. Sa surface était noire avec des stries dorées et violettes. Il ne brillait pas intensément, mais dégageait une sensation lourde et sinistre qui rendait l'air autour épais. Karine se tourna immédiatement vers Sota. « Tu reconnais ça ?» demanda-t-elle. Mais en le regardant, elle se figea. Sota avait l'air terrifié, comme s'il venait de voir un fantôme. Il retint son souffle, car à côté de l'œuf, il pouvait voir une âme en garde. Et cette âme ressemblait exactement au capitaine Kakaru. Non, ce n'était pas juste similaire. C'était l'âme du capitaine Kakaru. Sota cria de xoc. Un retour en arrière. Yamato parlait tranquillement avec le président Renosuke Bandou. Le président lui demanda sérieusement s'il était vraiment possible de voir l'âme de la même personne alors que cette personne était encore vivante. Yamato hocha la tête en déballant une barre chocolatée. Il dit que c'était possible. Il avait rencontré Go 2, le vice-capitaine de la 2e escouade. Il en était sûr. Il y avait même eu un moment où Sota avait rencontré l'âme de Go 2 dans les catacombes et avait pensé que Go 2 était mort. Plus tard, ils confirmèrent qu'il ressemblait exactement à lui. Le président, sirotant calmement son café, dit que c'était peut-être juste quelqu'un qui lui ressemblait. Yamato fit un grand signe en croix avec ses doigts et dit que ce n'était pas possible. Même les compétences que l'âme utilisait étaient les mêmes. Cela ne fit que troubler davantage le président. Yamato le taquina, disant que le vieux n'avait pas d'imagination. Le président s'irrita. Il frappa légèrement Yamato pour qu'il arrête de plaisanter. D'après la façon dont Yamato parlait, il semblait déjà avoir une théorie. En ouvrant une autre barre chocolatée, il admit qu'il en avait une. Pendant un court moment, Siu, son surnom pour Sota, avait parlé à l'âme de Goats 2. Les histoires correspondaient parfaitement à celles de
Yamato leva une barre chocolatée à moitié mangée dans une main et une toute nouvelle dans l'autre. Il les comparait à la situation. Et si une existence se divisait en deux versions. Les deux partageaient le même passé. Puis il dit quelque chose d'encore plus étrange. Et si, même avant que ce monde ne commence, il y avait un autre monde tout comme celui-ci? Dans le Palais d'Or, Sota n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il voyait. Son capitaine se tenait juste à côté de lui. Et en même temps, l'âme de son capitaine se tenait à côté de l'œuf. Sota. La voix de Karine résonna fortement dans la grande salle. Mais avant que Sota puisse même tourner la tête vers elle, une douleur vive explosa dans sa poitrine. Cela se produisit si vite qu'il ne vit même pas la lame. Il y eut un bruit de découpe fort, comme du métal coupant un tissu épais. Puis le sang jaillit de lui. Il y avait quelque chose de bizarre. Il ne pouvait pas accepter ça sans questionner. Un instant, il pensa que c'était une sorte de faux. Mais l'homme nia calmement sans qu'on lui demande. Il disait être le vrai Kakaru Amami. Juste pas celui que Soda connaissait. Il venait du dernier monde, ce qui compliquait les choses. Dans ce monde, il activa ses yeux enflammés et examina l'âme de l'homme. Ce qu'il vit fit sombrer son cœur. C'était réel. Pas de mensonge. C'était le capitaine Kakaru. L'homme expliqua que le monde avait fait une boucle pour une raison. Que le temps s'était réinitialisé et qu'il avait vécu dans le monde avant la boucle. Soda peinait à comprendre. Tout semblait impossible. Quelle boucle? Quand cela s'est-il produit? Pourquoi cela s'est-il produit? Rien n'avait de sens. Mais Kakaru dit quelque chose d'inattendu. Il affirma que Soda était devenu plus fort. Dans le dernier monde, Soda les suivait, portant des sacs lourds et essayant de suivre. Il avait du potentiel. Certes, mais il n'était pas comme ça. Maintenant, rien qu'en le regardant, c'était évident. Il était devenu plus fort. Soda se sentit mal à l'aise en entendant ça. Même maintenant, il s'était fait couper si facilement. Il ne se sentait pas fort du tout. Mais il mit ça de côté et posa la question qui comptait. Dans ce dernier monde, était-il mort? Kakaru secoua la tête. Soda n'était pas mort. Celui qui était mort, c'était... Une image surgit dans l'esprit de Kakaru, le corps de Soda saignant au sol. Karine paniquait à ses côtés, tandis que Kakaru, derrière eux, restait inactif. À cet instant, il comprit qu'il avait une seconde chance, mais, contrairement à Soda, il n'avait pas changé. De retour dans le Palais d'Or, l'ennemi se tenait devant l'énorme œuf, le regardant comme quelque chose de sacré. Dans son esprit, il l'appelait Majesté divine. C'était peut-être le moment le plus heureux de sa vie. Il remercia même son ancien moi de l'avoir amené ici, des larmes aux yeux. Il croyait que ses souvenirs avaient apporté une grande fortune à leur soi-disant vide. Un flash de mémoire apparut. Kakaru à genoux à côté de Keshiro ensanglanté dans ce même palais d'or, et au-dessus d'eux se tenait le même ennemi. Dans le présent, alors que l'ennemi était encore perdu dans sa joie, un énorme poing s'abattit sur son dos. Le coup était si puissant que l'ennemi a volé à travers le hall et s'est écrasé contre le Golden Wall, laissant de profondes fissures. C'était Kakaro, tremblant de colère. Tout le monde voyait que cet ennemi venait de tuer son subordonné sans hésitation. Karen ne savait pas quoi faire. Son capitaine était furieux et Soda saignait beaucoup. Son esprit n'arrivait pas à suivre. Même Soda, à peine conscient, réalisait quelque chose. Ce coup était fou. Un humain normal n'aurait pas survécu. L'âme de Kakaro interrompit les pensées de Soda. Ce n'était pas suffisant. Dans la réalité, tout changea en un instant. Kakaro Chancellor Sudainment. Une coupure nette traversa son œil et le sang jaillit. La douleur était intense. Cela le força à reculer, la main sur le visage. Le cœur de Karen se serra. Ils étaient tous les deux blessés. L'ennemi était derrière elle, comme s'il y était toujours. Il se moqua de sa propre attaque, disant qu'il avait été pathétique de vouloir fendre la tête de Kakaro, mais sa main droite avait tourné. Kakaro grimaça, réprimant un cri à cause de la douleur brûlante dans son œil. Il refusait de tomber. L'ennemi lui dit de se taire. Il affirma qu'il devait crier, car ils avaient ruiné le meilleur moment de sa vie. Il sortit une petite bouteille. Même maintenant, il les traitait de tas de saletés. Il prétendit qu'il devrait le remercier d'être encore rationnel dans une situation si impardonnable. Puis il sortit sa langue et but toute la bouteille d'un coup. Dès qu'il a
Sa main tordue se remit en place comme si rien ne s'était passé. Il jura de les découper, de disperser leur corps et de les broyer. Même en saignant, Soda se força à réfléchir. Cet ennemi était complètement fou. Il devait se lever. Il devait aider son capitaine. En essayant de bouger, Soda Kakaro l'arrêta, disant qu'il n'y avait pas besoin d'aide. Soda ne comprenait pas pourquoi. Soda Kakaro dit qu'il connaissait cet homme mieux que quiconque, car il était cet homme. Depuis longtemps, il cherchait un endroit pour mourir. Depuis qu'il avait laissé Kakaro mourir. Cela choqua Soda. Puis il l'admit enfin clairement. C'était lui qui avait laissé Kakaro, le père de Soda, mourir. L'espace vide semblait plus lourd. Puis il regarda droit dans les yeux de Soda et posa silencieusement la question qui comptait le plus.